bonsoir. Donc, pour cet entretien, donc c'est une conférence démonstration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conférence démonstration? Bien, évidemment, c'est que je vais vous présenter un petit peu de théorie, mais je vais vous faire des démonstrations avec des personnes de la salle. Il y aura donc peut-être quelques-unes des démonstrations. Et l'objectif de ça, c'est finalement, c'est de un petit peu plus comprendre peut-être de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut être un outil d'investigation, de soins aussi, qui peut aider finalement chacun d'entre vous que ce soit à des fins personnelles ou encore pour devenir même un thérapeute, c'est-à-dire de développer la méthode, puisque l'intérêt pour moi, c'est que ça fait plus de 30 ans que je fais de la consultation, mais j'ai, depuis près de 25 ans, fait de l'enseignement. Et un des intérêts premiers que j'avais dans l'enseignement, c'était évidemment de démontrer que l'intuition, c'est pas quelque chose d'intuitif uniquement, c'est quelque chose qui repose sur une méthodologie aussi de fonctionnement. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire des livres aussi sur le sujet, pour essayer donc de faire valoir quelque part que c'est une méthode et que cette méthode-là, bien évidemment, quand on l'applique, elle nous permet tout doucement donc de développer une habileté à percevoir notre énergie à l'intérieur de soi, mais à percevoir aussi l'énergie de partenaires. Et dans ce sens-là, bien évidemment, de pouvoir les soigner, les aider effectivement à cheminer. Alors, c'est dans ce sens-là, évidemment, que cet entretien-là, finalement, se fait. Puis évidemment, ben, ça se fait à la bonne franquette, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de pouvoir questionner dans le chat tout au long de la conférence, de pouvoir faire vos commentaires. Moi, je vais en tenir compte puisque je vois le chat pendant l'entretien et je pourrai donc interagir avec vous de cette façon-là. Puis à la fin, évidemment, si vous le souhaitez, bien évidemment, on pourra se parler de vive voix par le biais toujours de Zoom, par le micro que vous pourrez ouvrir à la toute fin de l'entretien. Et pendant l'entretien, évidemment, je vous demanderai pour des fins de facilité d'éviter d'ouvrir votre micro durant la conférence, puisque ça peut devenir cacophonique assez rapidement avec Zoom quand on ne gère pas cela adéquatement. Donc, alors, cette conférence de démonstration-là, finalement, avait pour objectif de vous présenter, je vais vous présenter quelques volets ensemble. Évidemment, comme je dis, c'est pas un monologue que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est plus une discussion. Donc, on va pouvoir effectivement interagir, puis peut-être prendre le temps d'adapter ce que j'avais envie de faire avec vous selon les circonstances, les intérêts ou les questions que vous pourriez me poser. Donc, n'hésitez pas donc à interagir avec moi. C'est un peu le sens de cet entretien. C'est pas uniquement donc que moi, j'anime absolument tout l'entretien, mais que vous puissiez aussi donner votre idée, votre façon de voir les choses. Donc, j'avais envie donc de faire des démonstrations concernant les grands thèmes de la pleine conscience intuitive. Le premier thème que j'avais envie de vous partager, c'était concernant l'auto-guérison. Alors, ce thème-là de l'auto-guérison est un thème qui est assez important parce qu'évidemment, ça concerne donc d'une part moi, comment je peux augmenter mon potentiel santé. Et évidemment, quand je fais sur quelqu'un d'autre, de quelle façon que je peux augmenter le potentiel de santé d'une personne. Donc, ça, c'est un premier thème donc, que je vais un petit peu élaborer tout à l'heure, mais qui va nous permettre donc de mieux comprendre ce que c'est que la santé et ce que c'est que finalement les moyens pour arriver donc à favoriser la santé, finalement, à la promouvoir finalement autour de soi et chez un partenaire dans un contexte plus professionnel. On a également l'idée des chakras. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, qui concerne beaucoup un langage intuitif, une façon de comprendre l'humain à travers la grille des chakras. Donc, on va explorer un petit peu cette grille, en fin de compte, d'une façon pratique, puisque ce sera avec une démonstration qui va vous permettre de mieux comprendre les enjeux qui sont autour des chakras, de quelle façon ça peut être assez complet de travailler sur les chakras. Il y aura également une autre petite présentation concernant ce que j'appelle, moi, le voyage chamanique. Hein, je l'appelle comme ça parce que finalement, ça m'endance un peu cette idée que la personne qui se trouve devant moi, elle est animée, elle est habitée par son histoire. Puis son histoire, mais finalement, c'est sa vie à elle, c'est-à-dire ses programmations qu'elle a vécues tout au long de sa vie, mais également les relations qu'elle peut avoir avec son histoire familiale. Donc, ça fait référence donc à ses ancêtres, mais ça fait également référence aussi aux mémoires d'autres vies. Donc, nous, on porte en l'état de nous-mêmes un genre de bagage d'informations qui anime notre champ énergétique. Et puis, évidemment, ce bagage énergétique-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il programme notre futur. C'est-à-dire que plus je suis capable de me dégager de cette programmation-là de mon passé, plus je suis capable d'actualiser mon futur vers des voies plus larges. Je me rends compte que mon futur devient plus
plus ambitieux, pourrait-on dire, parce que j'ouvre des portes que je ne pouvais pas ouvrir auparavant parce que j'étais programmé d'une façon trop limitative. Donc, ça, on va le voir aussi à travers, donc, une démonstration aussi que je ferai. Puis finalement, l'alignement de l'âme et soins par les guides, qui est un autre thème assez populaire et souvent incompris aussi, souvent, j'ajouterai également, qu'on va explorer également. Donc, l'alignement de l'âme, bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai, moi, de m'aligner à l'expression pure de mon âme, de la lumière qui anime mon être, et de quelle façon que, dans cet état-là, je peux collaborer avec des guides. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, que cette idée des guides également à travers cela. Donc, c'est un peu le programme que j'avais envie de vous proposer. Évidemment, si vous aurez l'occasion de poser vos questions sur chacun des thèmes, si vous en avez envie. Et pourquoi j'ai choisi ces thèmes-là? C'est que d'une part, c'est que ce sont des thèmes importants dans l'enseignement que je donne, tant dans l'enseignement personnel que dans l'enseignement professionnel, et qu'il y a donc des promotions, comme vous le savez, de 6 modules d'enseignement qui sont associés à des accompagnements possibles. Vous pouvez associer ça avec des consultations si vous le souhaitez, et qui représentent un peu les thèmes que je viens de vous présenter, que je vais vous rappeler simplement à mesure qu'on va avancer dans notre entretien. Donc, sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va commencer avec l'auto-guérison. Alors, ben, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Je suis réel, fait de chair et d'os. Je ne suis pas qu'une image virtuelle que vous avez devant votre écran. Et je suis donc au Québec présentement. Et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 30 ans et j'enseigne depuis plus de 25 ans. Et donc, ça fait de moi quelqu'un qui est maintenant rendu un peu vieux, hein, puisque ces années-là font que, inévitablement, on en arrive à conclure qu'on est rendu une expérience, du moins on l'espère. Et ça amène donc la vertu de ça, l'avantage d'avoir de l'âge et d'avoir un peu d'expérience et d'avoir pu constater qu'on a pu, à travers les années, faire un cheminement, une compréhension, une intelligence. Sylvain, il y a une coupure là. Il y a des coupures. Ah, OK. C'est bon, là, ça marche. OK. OK. Donc, je vais attendre un tout petit peu pour m'assurer que c'est bon. OK. Alors, ce que j'étais en train donc de vous dire, finalement, c'est ça, c'est que l'avantage de l'âge, bien, finalement, ça fait que les expériences que j'ai acquises, bien, fait que je peux accompagner de façon plus efficace les gens qui sont dans une démarche personnelle, puis évidemment, dans une démarche plus professionnelle, bien évidemment, j'ai acquis quelque part à travers les années des compréhensions de comment on pouvait arriver à développer les habiletés intuitives, parce que contrairement à ce que l'on croit, les habiletés intuitives se développent. Et elles se développent et on va essayer de regarder ensemble de comment elles peuvent se développer. Et c'est important justement de comprendre que c'est pas parce que moi je suis un intuitif, par exemple, que je dis, ah ben, je suis un intuitif, puis je pourrais pas développer plus mes habiletés que ce que j'ai acquis. C'est pas vrai. On peut vraiment les développer. On va le voir un petit peu de quelle façon qu'on peut le développer à travers les différents thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec vous. Donc, l'auto-guérison. Alors, l'auto-guérison, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, je prends l'exemple d'une personne qui serait devant moi, ben, cette personne-là, finalement, elle est faite de chair et d'os. Et quand on regarde dans un état de pleine conscience intuitive cette personne-là, on va constater que sa structure physique émane d'une certaine énergie. Cette énergie-là, finalement, à mon sens, à moi, c'est le rayonnement biolumineux des cellules. C'est-à-dire qu'on voit autour du corps physique un genre de champ d'énergie. Et ce champ d'énergie-là, c'est les cellules qui émettent de la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, finalement, on pourrait me dire, mais d'où est-ce qu'il sort cette idée que les cellules émettent de la lumière? C'est qu'un physicien qui a fait la démonstration scientifique que les cellules du corps étaient capables d'absorber et de réémettre de la lumière, provenant du Soleil, entre autres, mais aussi du cosmos. Il s'appelle Pop, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans cette recherche-là, et qui a donc démontré cette réalité-là. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je ne suis pas en train de regarder quelque chose d'ésotérique, quelque chose finalement d'obscur. Je suis en train de regarder quelque chose qui reflète l'énergie vitale de la personne, sa capacité effectivement à être en santé. Donc, plus j'observe dans ce champ de lumière-là des perturbations chez une personne, bien, plus évidemment, je vais constater que son potentiel santé, cette personne-là, va être moindre. Est-ce que ça veut dire qu'elle est malade? Non. Ça veut simplement dire que son potentiel santé est moins riche. Elle a moins de capacité, effectivement, à pouvoir s'auto-régulariser, cette personne-là. Donc, c'est important de comprendre que la médecine classique, elle s'occupe de la maladie et que dans un cas comme celui-ci, nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'occuper de la santé, c'est-à-dire de reconnaître finalement que le potentiel santé d'une personne peut être déficient
Et que si ce potentiel santé est déficient, il y a un vieillissement qui va se faire chez le corps de la personne qui va être plus rapide que la normale. Donc, c'est vraiment de la prévention pour amener le corps à vieillir le moins rapidement possible afin de favoriser un potentiel santé qui va permettre au corps de retrouver une certaine vitalité pour effectivement renforcer l'homéostasie biologique du corps de la personne. Alors, c'est un peu ça qui est l'idée d'auto-guérison. Et puis, comment on va faire pour soigner à travers, grâce à la pleine conscience intuitive, des gens qui ont des problèmes de santé? Ben, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la pleine conscience intuitive pour évaluer la qualité biolumineuse du corps de la personne intuitive, on a observé ou identifié des déséquilibres dans le champ biolumineux d'une personne. On a reconnu, comme par exemple, qu'il y avait l'état d'équilibre qui est la santé optimale, mais on a observé également qu'il y avait des états de désalignement, c'est-à-dire que le champ énergétique est en désalignement par rapport au corps terrestre, souvent des chocs, suite à des chocs émotionnels. On a observé l'hyperactivité, qui est un état où les cellules se dépensent inutilement, l'hyperactivité surchargée, qui va souvent être associée à des problèmes inflammatoires, l'épuisement, qui va être finalement, les batteries sont à terre, tout simplement, et il y a l'hypoactivité, qui est un état où on se dépense pas du tout, en fait, l'hypoactivité surchargée, qui est reliée à une congestion qui fait que, parce qu'on ne dépense pas d'énergie, on devient comme congestionné d'une façon plus importante, et l'épuisement qui va indiquer justement que le corps n'est plus capable de fonctionner parce qu'il est trop justement engorgé. Alors, vous voyez, c'est les grandes tendances qu'on retrouve dans le champ énergétique. Évidemment, je ne dirais pas plus en détail que ça, mais pour comprendre évidemment que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on commence à explorer les conditions énergétiques qui animent une personne, on va constater qu'il y a donc des perturbations énergétiques qu'on peut identifier au niveau des organes, des systèmes du corps, etc. Mais le questionnement va nous permettre de comprendre que les problématiques énergétiques de la personne sont associées à des problématiques psycho-émotionnelles, souvent, qui peuvent faire référence justement donc à son histoire personnelle, à des désaccords qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, etc. Donc, on comprend que la santé, c'est pas simplement une problématique énergétique, c'est une problématique qui est énergétique, mais qui est associée souvent à des blessures émotionnelles qui ont été vécues dans notre vie et que le travail va consister à tenir compte des deux aspects souvent pour favoriser et augmenter le potentiel santé d'une personne. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire comme introduction par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant cette idée de l'auto-guérison? Donc, quand on fait un travail sur soi, évidemment, d'auto-guérison, bon, on applique les techniques, des techniques d'auto-guérison qui vont permettre justement d'interagir avec les cellules de notre corps. Et s'il y a des congestions dans mon corps, ben, les actions que je vais faire vont faire que les perturbations qui sont là vont être en communication avec moi, je vais changer des conditions, donc l'état de perturbation qui est en moi ben, va s'exprimer différemment. Et c'est comme ça que je vais pouvoir arriver à une communication de plus en plus, je vais comprendre de plus en plus à quelque part de quelle façon je peux accompagner ma problématique. Et quand je fais sur un partenaire, c'est la même chose, hein, c'est que je vais tenir compte de la pleine conscience intuitive, donc l'aspect lecture intuitive, comprendre le champ énergétique d'une personne. Ensuite, je vais tenir compte de la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui consiste justement par le pouvoir de l'intention à donner au corps ce dont il a besoin pour changer une condition. Et il y a le soin énergétique qui va finalement consister à transmettre de l'énergie lumineuse dans le corps d'une personne qui est dans le besoin. Que ce soit, et c'est comme ça qu'on va constater qu'en faisant ces actions-là, le corps va répondre différemment et il y a donc un genre de dialogue qui va s'effectuer entre moi et le corps en question et qui va m'amener donc à l'accompagner ce corps-là pour qu'il arrive à un état où il va de plus en plus en état d'équilibre ou d'harmonie. Il y a une question que Hélène me pose, qui est une question qui est amusante, puis en même temps qui est intéressante, c'est le champ énergétique est comme l'aura. Alors, oui, on pourrait donner plusieurs termes à ça. Le champ énergétique, le champ biolumineux ou l'aura. Pourquoi moi j'aime bien le champ biolumineux? Parce que ça fait référence à quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus proche de la réalité que l'aura. L'aura, on a souvent dit, ah, l'aura, c'est un corps subtil. C'est quelque chose, finalement, qui est parallèle à notre corps terrestre. Comme si notre corps terrestre n'était pas vraiment en étroite relation avec l'aura. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien le champ biolumineux qui met en évidence que le corps humain est en interaction avec le cosmos, avec l'environnement extérieur, et cette interaction produit un champ biolumineux. Biolumineux veut donc dire que les cellules du corps émettent de la lumière et en absorbent. Donc, quand on parle de l'aura, mais ça m'apparaît plus tangible d'arriver à mieux comprendre cet aspect-là.
Alors, c'est pour cette raison-là que moi, j'aime bien utiliser le mot champ biolumineux. Le champ énergétique, c'est la même chose. L'aura, c'est un peu la même chose. Mais encore une fois, il faut faire toujours très attention avec les mots parce que ça fait un certain nombre d'années que moi, j'observe que les mots, finalement, on donne on met dans des mots des choses qui ne sont pas nécessairement en relation avec ce qui est observable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'observation. L'observation, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quel que soit le mot qu'on va donner. C'est que le corps physique est fait de chair et d'os et il y a donc un champ d'énergie qui va émettre, qui va rayonner de notre corps terrestre. Et on pourrait l'appeler l'aura, le champ énergétique, le champ biolumineux. Pour moi, quelque part, ce champ-là, quelque part, est une résultante de l'activité biologique de notre corps. Et que quand il y a un champ énergétique qui est perturbé, ben, ce champ énergétique-là est perturbé parce que les cellules du corps ont des dysfonctionnements, qui ne veulent pas dire que la personne est malade. Ça veut juste dire qu'elle est dans un état d'effort énergétique pour essayer de préserver sa santé. Mais que quand on voit les zones de fragilité qui sont présentes chez elle, ce sont des indices souvent que les organes sont en déficience dans certaines régions du corps. C'est là qu'on se rapproche de l'acupuncture, par exemple. L'acupuncture, quand quelqu'un vient voir un acupuncteur, il n'est pas nécessairement malade. Il vient voir un acupuncteur parce qu'il cherche à préserver sa santé. Il cherche donc à avoir une évaluation des déficiences qui sont dans son corps. C'est un peu la même chose qu'on va retrouver dans la pratique que je propose. Comment définir le mot accompagnement? Ben, c'est une bonne question. Pour moi, l'accompagnement, évidemment, elle se fait selon la position qu'on se situe, c'est que si moi je fais un travail sur moi-même de pleine conscience intuitive, l'accompagnement signifie quoi? C'est-à-dire, ça veut dire que si moi je fais un travail d'auto-guérison sur moi, j'ai un problème énergétique, je fais un travail d'auto-guérison et alléluia, je suis guéri. Après une session, je me suis fait une session, ça a duré un certain temps et alléluia, je suis guéri. Ben, la chose que moi j'enseigne qui est très importante selon moi, c'est que l'idée de guérir n'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est relié à l'accompagnement. L'accompagnement, c'est que pas parce que j'ai pris le temps de me soigner que je vais arriver à dire, ben, je suis guéri, maintenant je peux finalement passer à autre chose. L'accompagnement implique que je vais prendre soin de moi dans le long terme. Et l'accompagnement, ça veut donc dire que je vais avoir un journal intime dans lequel je vais noter à quelque part les exercices que je vais faire et pendant un certain temps, je vais continuer cette démarche-là. Alors, vous voyez, c'est ça, l'accompagnement individuel dans une démarche personnelle, c'est ça que ça veut dire pour moi. Et dans une démarche professionnelle, l'accompagnement signifie que l'intervenant va accompagner son partenaire dans un processus pour l'amener justement à favoriser, à augmenter son potentiel de santé dans le cas qui nous intéresse, qui est le thème de l'auto-guérison. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées. Donc, c'était un peu l'ensemble de ce que j'avais envie de vous dire concernant l'auto-guérison. Si vous voulez bien, il y a peut-être une personne qui aura envie que je fasse une petite intervention, une petite démonstration finalement concernant le thème de l'auto-guérison. C'est la première personne qui va apparaître dans le chat qui va bénéficier de cette démonstration-là. Donc, Louise Laporte, bravo. Vous avez été plus vite que votre ombre. Vous avez été comme Lucky Luke. Et vous êtes donc présente. Alors, avez-vous un thème particulier concernant le thème de l'auto-guérison? Puisque c'est le thème, j'aimerais ça quand même qu'on essaie de tenir compte des thèmes pour vous montrer un petit peu les applications de la pleine conscience intuitive. Donc, est-ce que vous auriez une question concernant le thème de l'auto-guérison? Donc, le thème de la santé, finalement. Les intestins ou le haut du ventre? Bon, on va aller avec les intestins. Puis ensuite, bien évidemment, on va voir comment ça va se passer, puisqu'évidemment, moi, je ne vais pas prendre le temps de faire une évaluation médicale. Vous savez que l'Ordre des médecins, qu'ils soient en France ou au Québec ou ailleurs, ne nous permet pas de faire ce genre de situation-là, mais ce que je vais plutôt chercher à faire, c'est de mettre en évidence le potentiel santé qui est là, de quelle façon qu'on peut chercher justement à vous accompagner pour amener un mieux-être concernant cette région des intestins. Donc, je vais prendre le temps de me mettre en relation avec vous, Louise, et on va regarder ça. Alors, toi, Louise, la première chose que je dirais concernant le champ énergétique, évidemment, là, je focus sur les intestins, donc j'ai moins pris le temps d'observer la globalité de ton champ énergétique, mais ce que je dirais au prime abord, c'est qu'au niveau des intestins, il y a comme, d'un point de vue énergétique, ce qu'on appelle une hypoactivité. OK? L'hypoactivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'énergie
quand l'hypoactivité est présente, c'est qu'il y a un manque de tonus, un manque de soutien, c'est-à-dire comme si un effondrement qui était présent. OK? L'effondrement au niveau intestinal, c'est comme ça que je le percevrais. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intestin, je vois comme le ventre qui est sorti qui est sorti à quelque part, un peu comme un ventre qui est mou, et les intestins sont mous. La raison d'être de cette hypoactivité-là. Et pour faire ça, bien évidemment, je m'adresse donc aux intestins. Je prends le temps de faire une lecture intuitive pour pour évaluer ce que je perçois. Sylvain, s'il te plaît. Oui. Il y a eu une coupure. Les intestins sont mous. Oui. Ils sont mous, sont comme effectivement comme en état comme en relâche, comme un état de relâchement important. Et c'est pour ça que je parle d'hypoactivité. Et là, maintenant, je vais prendre le temps de questionner les intestins pour comprendre finalement ce qu'il y en est. La première chose que je sens, ça touche l'aspect psycho-émotionnel. Donc, d'un point de vue énergétique, je ne veux pas aborder trop en détail là-dessus, mais c'est sûr que c'est une hypoactivité. Il y a quelque chose de manque de tonus. Donc, d'une part, ça, c'est une première chose. Et pourquoi ça ne vaut pas la peine? Je vais dire ça d'une façon exagérée. Hein. Et, Sinon, il y a des coupures régulièrement. Ah oui? Est-ce que c'est pour tout le monde? OK. Que moi, je ne peux pas faire grand-chose de plus actuellement, présentement. Il y en a pour tout le monde. OK. Je vois que Béatrice et Mère me dit qu'il y en a pour tout le monde. OK. Est-ce qu'il y en a actuellement? Non. OK. Donc, je vais continuer. Puis tu me diras s'il y a quelque chose. Alors, je suis désolé pour ce petit problème technique-là. Mais donc, je reviens avec les intestins. Donc, je disais, c'est un peu comme l'impression quelque part des mots, en quelque part, qui sont présents et que ces mots-là, finalement, mettent en évidence que chez Louise, il y a une forme de rejet d'elle-même, comme ça que je pourrais le décrire. Et ce rejet-là est provoqué justement par le fait, quelque part, qu'on ne veut pas être dans cet espace-là qui est relié au chakra sacré, qui est relié aux régions du ventre, hein, qui est relié aussi au plaisir. Le plaisir. Puis là, maintenant, je vais m'arrêter ici. Je vais demander à Louise comment elle reçoit ce que je lui dis. Et ensuite, on va faire des actions pour rétablir l'équilibre énergétique de la région en question. J'ai manqué un petit peu du début de ce que tu as dit parce que ça coupait, mais j'ai compris la partie du rejet de soi. Je sais pas quoi dire à ça. Oui, ben, mais tu es d'accord avec ça ou tu es en désaccord avec ça? Ça serait pour commencer, ça serait la première chose. C'est peut-être partiellement vrai, oui. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des actions pour rétablir la région. Et ça, c'est ce qu'on appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est de chercher justement à donner à la région ce dont elle a besoin pour voir comment elle va réagir. Et ça va nous amener donc à avoir des réactions qui vont prendre forme dans ton champ. C'est-à-dire que plus je donne à ton champ ce dont il a besoin, plus quelque part, il y a donc une action thérapeutique qui en résulte, qui fait qu'il y a de nouvelles informations qui vont se manifester, puis qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Tu vois, moi, ce que je sens, c'est l'amour, hein, le besoin d'amour qui se trouve au niveau de la région des intestins. Et quand et je dirais ça comme ceci, le cœur est éteint. Alors, le cœur est éteint, ça veut dire quoi finalement? C'est que cette capacité que moi j'ai de pouvoir être aimé, ben, quelque part, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Comme s'il y avait des blessures quand même qui est tout en liaison justement avec la capacité donc de s'aimer, puis la capacité évidemment de manifester de l'amour envers notre entourage. Hein, le cœur, c'est vraiment ça. Et évidemment, on comprend évidemment que dans la région des intestins, il y a en quelque part comme un genre de désaccord
avec cette idée d'aimer, comme si on n'y croyait pas finalement. Et le fait qu'on n'y croit pas, ben ça fait de nous une personne justement que quand on n'y croit pas, ben quelque part on se comporte pas comme quelqu'un qui y croit. On va faire des choses, des actions qui vont pas être en accord avec ça, puis on va pas avoir l'impression qu'on pourrait être aimé. Parce que être aimé, bien évidemment, ça sous-entendrait que quelqu'un nous accompagne, nous témoigne de l'amour, etc. Et c'est ça un petit peu que je sens de toi à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? Ben, ça a coupé un peu au début, qu'est-ce que tu as dit, mais j'ai compris la partie qu'il y avait un manque d'amour, que je me sentais pas aimée, puis que c'est quelque chose que j'avais besoin. Ça, Et ça qu'est-ce que tu résonne. en penses? Ça Oui, OK. résonne. Évidemment, donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la notion du soin. Évidemment, c'est une démonstration que je fais, donc on ne va pas se lancer dans des années trop élaborées, mais la troisième étape, c'est le soin. Et le soin, évidemment, c'est de chercher à équilibrer donc la région des intestins. Puis évidemment, on va profiter peut-être pour faire bouger un peu l'énergie au niveau du cœur, puis voir un peu comment ça bouge. Mais ce qui est clair, c'est que ce que je sens en tous les cas, c'est que le cœur qui est fermé, mais c'est un cœur qui croit plus parce qu'il était blessé. Il y a donc une histoire dans son être, c'est-à-dire une blessure associée au passé face à l'idée de pouvoir être aimé, hein, qui fait qu'on n'y croit plus parce qu'on était blessé. Et c'est certain que Ça coupe à encore. rétablir par le soin maintenant. Oui, Ça venait de couper encore. je suis désolé. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Est-ce que tu es branché sur ta box là ou pas? Oui, non, mais je suis pas proche, mais habituellement, ça fonctionne bien ici. Mais je pourrais carrément me déplacer aussi, mais euh, là, actuellement, ça coupe souvent. Assez souvent, oui. Oui. Euh, c'est pas trop, parce qu'en fin de compte, je pourrais peut-être me déplacer, mais ça prendrait un certain temps. Mais sinon, on peut poursuivre aussi, puis voir un peu comment est-ce que ça va. Donc, je vais faire le soin, puis on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Faire le soin chez Louise, la première chose que je perçois, c'est qu'il y a une espèce d'inconfort qui est présent. Et cet inconfort-là, c'est un peu comme une personne, quelque part, tu sais, moi, ce que je sens finalement, c'est comme une espèce de grosse remontée émotionnelle. Dès que j'essaie de faire bouger l'énergie dans les jambes et dans le bassin, il y a une grosse remontée. Pas être de bonne humeur, de pas, tu sais, un peu comme quelqu'un qui fait plein d'efforts pour être super fine, super cool, super gentille. Puis finalement, que quand ça remonte, ben non, j'ai pas envie d'être ça finalement. J'ai envie d'être moi. Puis être moi, c'est de reconnaître justement qu'il y a des choses que je ne digère pas, il y a des choses que je n'accepte pas, que je ne tolère pas, et ça ne sera pas possible. Je ne pourrais pas faire autrement que de ne pas les tolérer. Donc, ça implique à quelque part comme une réaction qui est plus forte. Parce qu'évidemment, quand on est comme ça, bien évidemment, on constate qu'on n'est pas la personne qu'on voudrait être. Hein, c'est-à-dire qu'on voudrait être gentil, on voudrait être sympathique, mais finalement, quand on accepte qui on est, on constate qu'il y a des choses qu'on ne digère pas, qu'on ne peut pas tolérer ou accepter facilement. Et ça nous amène justement, on dire, on ne peut pas finalement les effacer si facilement que ça. Il faut carrément reconnaître que ça nous a blessés, que ça nous a fait du mal, puis de commencer justement à effectuer un travail plus secondaire pour justement comme si on a été, entre guillemets, maltraité. Soit c'est un peu comme ça que je vois ça. Et plus on essaie de faire bouger donc l'énergie dans les jambes, dans le bassin, donc les intestins, tout ça, et la région du cœur, bien évidemment, c'est ça qu'on sent qu'il y a une déstabilisation, c'est comme un déséquilibre, en fait, compte, qui se fait chez toi, parce que, à quelque part, au fond de toi-même,
tu as une volonté de changer de comportement, de façon de fonctionner. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, on va dire ça comme ceci, puis il faut maintenant que tu te réajustes en tenant compte de toi, puis en tenant compte de ce que tu trouves acceptable, ce que tu ne trouves pas acceptable, et donc d'être moins celle qui d'une certaine forme de rigidité qui est en elle, qui est tout à fait acceptable, hein, moi je dirais. Il faut maintenant l'accepter, il faut accueillir ça. C'est pas toujours facile à assumer, mais c'est quand même la voie que je sens qui serait nécessaire pour toi. Je sais pas comment tu reçois ça. Je peux pas te dire, honnêtement, ça l'a coupé beaucoup. C'est encore en train de couper présentement pendant que je parle. Peut-être que ça vaudrait la peine de changer de place pour les autres personnes par la suite parce que c'est comme s'il y a des mots, mais on n'entend pas tout qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que je t'ai pas dit pour recevoir ce message-là aujourd'hui, je ne sais pas. Ben, le replay devrait permettre, je pense, de réentendre le message plus adéquatement, d'une part, et d'autre, il est temps de soigner. Ça m'a l'air mieux. Merci, Yuri, de ta présence en passant. Et puis, donc, ça fait plaisir de te revoir. Puis, donc, alors, on va poursuivre. Donc, je vous avais fait une présentation donc, de l'auto-guérison avec Louise, qui avait bien voulu se prêter au jeu. Est-ce que tu voudrais que je revienne sur toi, Louise, pour faire un petit peu la conclusion par rapport à ce qu'on a fait ensemble, si tu veux bien? Oui, s'il vous plaît, ça serait apprécié. Oui. Alors, ce qu'on avait vu, c'était le thème des intestins. Et puis, ce que j'avais pris le temps de voir au départ, c'est qu'il y avait vraiment un relâchement d'un point de vue énergétique. Alors, ce relâchement-là, évidemment, comme je disais tantôt, au niveau cellulaire, ça veut dire que finalement, il y a une forme d'hypoactivité, un manque de tonus, un manque d'énergie qui remonte vers le bas. Hein? Donc, c'est quelque chose qui s'effondre. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de faire un diagnostic de santé. Hein? Je suis en train de vraiment faire une présentation visuelle de ce que je percevais un point de vue énergétique au niveau des intestins. Et puis, on a vu quelque part que dans cette région-là, il y avait comme un manque d'amour envers soi-même qui était présent. C'était ça un petit peu que j'avais noté. Et puis, par la suite, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de faire des actions de déprogrammation, de donner de l'amour. C'était ça qui était demandé dans cette région-là. Et quand on donnait de l'amour, on voyait que l'énergie se retrouvait quelque part plus forte, mais elle remontait vers la région du cœur. Puis là, le cœur disait, moi, c'est pas possible. Cet amour-là, quelque part, c'est pas possible parce que je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce qu'à quelque part, il y a quelque chose en toi qui était comme, qui était vraiment, tu sais, quelque chose, tu sais, on dit, je n'ai pas digéré. Quelque chose qu'on n'a pas digéré, c'est quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a blessés. Et on n'a pas été en mesure de le digérer. Donc, on est en réaction contre ça. Et j'ai l'impression que c'était un peu ça qui faisait que le cœur n'était pas capable donc d'assumer cette énergie-là, tu vois. Et ensuite, on a fait un soin énergétique qui est le troisième volet de la pratique de la pleine conscience intuitive où on a cherché justement à rétablir le mouvement énergétique, donc en travaillant sur les jambes. Et à ce moment-là, ce que je sentais, c'était évidemment toute une charge émotionnelle très forte qui remontait, un peu comme dire, j'en ai assez de m'adapter, j'en ai assez d'être gentil, j'en ai assez d'accepter, de comprendre, de tolérer, comme une remontée qui disait, là, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de dire au monde entier, en quelque part, que moi, j'ai des besoins, j'ai des demandes, j'ai des requêtes, et j'ai plus envie de finalement tout le temps chercher à être gentil et essayer de m'adapter à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Louise. Très bien. Oui. Donc, tu vois, ben, c'est ça. Alors, évidemment, les actions auraient pu être poursuivies, évidemment, pendant une consultation, ça dure à peu près 1 heure, mais l'idée de base, c'était de faire un soin pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis évidemment, ben, quand on fait des actions, ben, on change la circulation énergétique de plus en plus, puis on en arrive à déplacer l'énergie pour qu'elle soit plus en harmonie, plus en état d'équilibre. Donc, c'est ça un peu l'idée d'augmenter le potentiel santé, c'est de partir d'un principe qu'il y a une condition énergétique qui est là et de chercher à l'augmenter, à l'améliorer pour que la condition énergétique devienne de plus en plus favorable à la santé. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc à favoriser l'auto-guérison. Hein, l'auto-guérison, c'est pas moi qui guéris, hein, c'est vraiment cette idée de augmenter le potentiel santé pour que la personne vraiment retrouve cette idée qu'elle se retrouve dans une position où la santé lui est plus favorable. Est-ce que les questions par rapport donc à l'auto-guérison? Parce que le thème suivant, c'est les chakras, hein, qui est donc un thème qui m'est cher parce que vous savez, vous avez écrit un livre qui s'appelle Découvrir la spirale évolutive, qui est un ouvrage un peu de référence pour permettre de mieux comprendre justement comment les chakras fonctionnent.
Puis évidemment, en quoi c'est intéressant les chakras? Bien évidemment, c'est une grille de lecture très, très riche. Dans la tradition ésotérique, les chakras représentent 7 niveaux de conscience. Et ces 7 niveaux de conscience-là, évidemment, quand on fait des études intuitives sur soi-même ou sur un partenaire, ben, on comprend évidemment que ces 7 chakras-là sont comme reliés à des fréquences énergétiques. Et ces fréquences énergétiques-là, évidemment, représentent le développement humain. C'est-à-dire que plus je suis en relation dans mes chakras inférieurs, plus je suis en relation avec l'enfant qui naît, avec l'idée que j'apprends à me définir, que j'apprends à m'affirmer, etc. Et plus on arrive au chakra supérieur, bon, on arrive évidemment à l'idée d'une démarche plus spirituelle. Et dans ce sens-là, c'est l'être humain que nous sommes, on a tous à apprivoiser ces 7 vibrations-là, finalement, qui sont associées au chakra. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que c'est une grille précieuse parce qu'elle permet vraiment de comprendre, de mettre en évidence ce système psyché-corps, je dirais, qui est relié donc au fait que dans le corps physique que j'ai une structure énergétique, une structure psycho-émotionnelle, puis une structure spirituelle. Et les chakras permettent un petit peu d'avoir une compréhension à ce niveau-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais envie de vous présenter une démonstration sur ce sujet-là. Il y a Surya qui dit « Envoyer de l'amour fonctionne sur tous les zones du corps, c'est spécialement pour le ventre. » Alors, évidemment, Surya, l'exemple de l'amour est un exemple finalement qui s'adressait donc à Louise. Et dans la déprogramation, l'exemple de l'amour, c'est l'exemple le plus facile. Mais la déprogramation, c'est j'aurais pu dire, je pourrais donner la vitamine C, je pourrais y envoyer de la colère, je pourrais y envoyer de la force, je pourrais y envoyer de la fermeté, je pourrais y envoyer quelque part de la richesse. Il y a plein. L'idée là-dedans, c'est une communication qui se fait entre le corps et moi, et moi ou avec mon partenaire. Et l'idée, c'est pas de partir avec le principe de dire, ben l'amour, ça fonctionne avec tout le monde, parce que l'amour, ça serait peut-être l'exemple le moins intéressant de la déprogrammation que j'aurais pu donner, mais là, c'était ça qui était là, donc je l'ai fait. Mais la déprogrammation, quelque part, c'est vraiment, c'est un peu comme si je dirais que tous les êtres humains sur Terre ont besoin que je les prenne dans mes bras sans leur demander l'autorisation, puis de leur dire que je vais leur donner de l'amour. Si je faisais ça avec tout le monde dans la rue, je sortirais dans la rue, puis que je commencerais à faire ça avec tout le monde, je constaterais qu'il y a des gens qui vont peut-être beaucoup, beaucoup apprécier ça, mais il y a peut-être des gens qui vont trouver ça finalement complètement pas adéquat à leurs besoins à eux. Ce qui veut donc dire finalement que c'est pas parce que on part du principe que l'amour, c'est quelque chose de souhaitable et de favorable pour tous les êtres humains sur Terre, qu'on peut se permettre de donner de l'amour à tout le monde puis à se dire que tout le monde va être content de l'avoir. Et c'est là, quelque part, qu'on comprend que la déprogrammation, c'est vraiment on établit une relation avec l'énergie en question pour déterminer qu'est-ce qu'elle a comme besoin, cette région-là. Et c'est comme ça qu'en lui donnant ce dont elle a besoin, qu'on va renverser la situation, qu'on va amener un changement dans sa structure, dans sa façon de fonctionner, et qu'on va constater finalement que la programmation qui est là, quand on lui donne ce dont elle a besoin, ben, on la change. Et quand on la change, ben, ça fait émerger de nouveaux comportements, des nouvelles façons d'exister, des nouvelles façons de concevoir la personne ou l'énergie qui est présente. Et on permet justement de créer un mouvement énergétique nouveau. Et c'est ça un peu qui est le sens de la déprogrammation. Comment énergiser le chakra racine? Ben, en quelque part, la première question à se poser, c'est le chakra racine, c'est relié donc aux besoins. Donc, la première façon d'énergiser le chakra racine, c'est de se dire, ben, c'est quoi mon besoin à tous les moments de ma vie? Le besoin, finalement, c'est d'apprendre à reconnaître que les besoins de sécurité sont essentiels chez tout être humain, quel qu'il soit. On a tous des besoins reliés donc à la sécurité. Et ces besoins de sécurité, finalement, sont tous différents pour chacun d'entre nous. Hein, comme si je donnais l'exemple de Louise, tout à l'heure, on a vu que son besoin de sécurité à elle, actuellement, à la toute fin du soin, c'était de se dire, ben, moi, j'ai plus envie d'être gentille. J'ai plus envie de faire semblant, d'être super fine, gentille, pour que tout le monde soit content autour de moi. Mon besoin, c'est de commencer à exprimer ma colère, à exprimer ma frustration, à exprimer ma souffrance, à exprimer quelque part tout ça. Et évidemment, quand je dis tout ça, on pourrait se dire, OK, ça veut dire que ça va brasser là-bas, hein, elle va commencer à dire des choses pas très gentilles à tout le monde, ça va pas être beau. Mais le mot bienveillance est important aussi. Moi, je peux très bien dire quelque part, moi, je donne souvent l'exemple dans mes enseignements de l'idée de faire une déclaration. Faire une déclaration, c'est oyez, oyez. Je prends conscience aujourd'hui que je suis dans un état de colère, de frustration et de mécontentement. Je suis pas en train de dire que je suis fâché contre la personne qui est devant moi. Je suis en train de prendre conscience que je suis dans un état émotionnel qui fait que je prends conscience de mon insatisfaction et que parce que je prends conscience de cette insatisfaction-là, ben, je vais devoir effectivement
incarner cette manifestation-là de colère qui est en moi par un certain comportement. Et ce comportement-là, évidemment, ben, on n'est pas besoin de dire des bêtises à quelqu'un pour ça. On peut très bien dire à la personne, mais regarde, moi, finalement, je suis en colère, puis parce que je suis en colère, mais je serai moins disponible pour toi, je serai moins capable de communiquer avec toi ou d'échanger avec toi, pas parce que je suis en colère contre toi comme tel, c'est parce que j'ai besoin, moi, quelque part, de reconnaître que je suis dans un état de tension émotionnelle, puis que si j'ai des choses que j'ai à te dire, mais effectivement, je dois te les dire. Je ne vais pas te les dire avec une méchanceté, je vais te les dire avec une forme de bienveillance, avec une forme de volonté de communication pour pouvoir cheminer avec toi, pour pouvoir évoluer, etc. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui est le sens de cette expression-là, finalement, c'est que si on commence à prendre une mitraillette puis à tirer sur tout le monde, on ne sera pas dans une relation bienveillante, on va être dans une relation où on va vouloir simplement faire exploser notre entourage. Et je pense que c'est intéressant, évidemment, de reconnaître que l'idée d'être en relation, d'exprimer nos émotions, c'est quand même, c'est une volonté de transmettre de l'information à notre entourage. Et c'est ça qu'il faut se rappeler aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'était concernant l'auto-guérison. Et les chakras, mais évidemment, comme j'en ai fait une petite présentation, j'avais envie peut-être de vous explorer rapidement, évidemment, les 3 volets, donc de l'énergétique, du psycho-émotionnel, du spirituel, pour regarder un petit peu les implications des chakras en tenant compte de ces 3 aspects-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aura envie que l'on expérimente ensemble les chakras? Donc, il y a Hélène qui s'est présentée comme la personne qui aura envie d'explorer ça. Est-ce que, donc, moi, je vais partir du principe, Hélène, que je vais regarder simplement ton champ énergétique, regarder le chakra qui va apparaître dominant. Dans la spirale évolutive, justement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les chakras, évidemment, ont des positions dominantes selon l'évolution de notre vie, selon notre cheminement de vie, etc. Et ça peut bouger, évidemment, à travers le temps. Et ce chakra dominant-là, ben, quelque part, on va voir finalement qu'est-ce qu'il nous dit. Donc ça va être un peu la lecture intuitive. Puis à partir de là, bien évidemment, je ferai une action énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle. Donc 3 volets qui vont être faits pour explorer un petit peu, pour montrer un petit peu comment fonctionnent les chakras. Ça te va, Hélène? Oui. Oui. Voilà. Donc on va commencer. Ce qui apparaît clair, en tout cas, c'est le chakra du cœur qui apparaît. Quand je dis chakra dominant, c'est le chakra quelque part dans lequel, quand je fais circuler l'énergie, c'est lui qui ressort le plus, c'est lui, finalement, dans lequel il y a une certaine forme de perturbation qui est là. Donc, c'est un chakra dominant à la mesure que c'est un chakra qui a besoin de soins, qui a besoin quelque part d'attention. OK? C'est comme ça qu'on pourrait le dire dans un premier temps. Et tout va avec cette idée de j'en ai assez qu'on me dise quoi faire. Tu vois, c'est un peu comme ça que je perçois ça dans un premier temps au niveau du chakra du cœur. Il y a comme une envie de prendre soin de toi pour justement ne plus être dans cette obligation de devoir répondre aux attentes et aux exigences extérieures. Toi, donc, ce besoin de prendre soin de soi, pour moi, c'est un retrait. Le retrait, c'est se retirer pour justement comprendre qu'à quelque part qu'on n'a plus envie d'être bousculé par notre entourage extérieur, mais qu'on a envie effectivement de se retrouver dans un espace qui nous est plus personnel, je dirais. Est-ce que tu me suis par rapport à ça? Oui, oui. Oui. J'écoute la suite et après je te dirai un peu. Effectivement. Le chakra du cœur, ça me parle, oui. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'aspect énergétique, évidemment, on ne va pas se lancer dans des grandes actions, mais je vais évaluer donc l'ouverture chakra du cœur. C'est une des techniques de soins qui est proposée au niveau des chakras. Donc, technique d'ouverture et fermeture du cœur, puis voir un petit peu comment ça réagit dans un premier temps. Tu vois, c'est comme si à quelque part l'ouverture puis la fermeture, tu ne t'en sentais pas à l'aise, surtout au niveau de l'ouverture, tu n'es pas à l'aise avec ça. Comme ça, quelque part, tu es une personne défensive. Alors, quelqu'un qui est défensif, c'est quelqu'un justement qui veut pas, à quelque part, tu sais, l'ouverture du cœur, ça implique effectivement qu'on n'est plus dans un état de défense, on est dans un état d'ouverture. Alors, la défensive, c'est de dire, oh, un instant, je ne veux pas m'ouvrir trop rapidement, je ne veux pas te connaître, je veux découvrir qui tu es, je ne veux pas m'engager une version ouverte avec quelqu'un parce qu'il y a des dangers qui sont associés à ça. Donc, on sent effectivement qu'il y a vraiment cette volonté de te rendre compte à quelque part que, tu sais, tantôt, je te parlais d'un recul, hein, comme si, des fois, reculer, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Reculer, ça veut dire quoi? C'est de retrouver un espace qui est le nôtre, puis de mettre un stop
envers notre entourage en disant, ben, regarde, là, moi, j'ai besoin de me retrouver. Puis quand je me serai retrouvé, je pourrais aller vers toi et je pourrais évaluer quelque part ce dont j'ai envie, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas de besoin avec mon entourage. Tu vois? C'est un peu que je sens comme s'il y avait un isolement nécessaire pour toi. Et cet isolement-là, évidemment, on pourrait juger ça. Hein. L'extérieur pourrait dire, ah, ben, tu te renfermes, c'est pas correct, etc. Mais quand on se respecte, quelquefois, on doit comprendre que se retirer, se mettre en retrait, c'est nécessaire quand on s'est trop investi, tu vois. Et je pense que dans certains cas, c'est nécessaire de le faire. Puis je pense que c'est un petit peu ce dont tu as besoin actuellement. Est-ce que tu me suis par rapport à ça? Oui, oui, effectivement, oui, il dirait que j'aime je suis un peu solitaire, mais en même temps, j'aime aussi m'offrir à d'autres contacts et oui, l'ouverture du cœur, c'est pour ça quelque chose que je travaille. C'est marrant parce que c'est quelque chose que je fais souvent, que j'ouvre mon cœur pour pouvoir être réceptive. Et c'est vrai que je suis un petit peu ambivalente. Je suis un peu, j'aime, je me contrarie souvent. Je suis assez, euh, assez nerveuse aussi. Donc, c'est quelque chose, je me contrarie moi-même, en fait. Voilà. Je Ouais, m'ouvre, oui, mais ce que je te dirais, c'est que justement, cette idée d'ouverture du cœur, c'est souvent quelque chose que, spirituellement parlant, avoir le chakra du cœur ouvert, c'est super. Tout le monde est content, tout le monde trouve ça beau, c'est ouais, beau, bon. l'ouverture du cœur, c'est l'amour, il y a Mhm. plein de belles choses autour de ça. Maintenant, l'attention, par contre, qu'on doit mettre à ça, c'est est-ce que moi, j'ai envie parce que l'ouverture du cœur, c'est un acte d'amour, c'est logique, tout le monde trouve ça beau, mais en même temps, quand moi, je n'ai pas envie de le faire parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'espace, ben, donc je me respecte dans cette idée que oui, j'ouvre mon cœur, mais pas à n'importe quelle condition, seulement dans les conditions dans lesquelles je vais me sentir à l'aise et confortable. Donc, ça implique justement que je suis plus dans l'idée philosophique de dire, ah, il faut que j'ouvre mon cœur, mais plutôt me dire, oui, j'ouvre mon cœur, moi, mais quand j'ai des conditions qui me sont favorables. Ça, c'est ça un peu la Oui, nuance que oui, oui. j'apporterais. D'accord, Ça va? d'accord, oui, effectivement. Oui, Puis là, on va regarder l'aspect psycho-émotionnel pour regarder un petit peu. Donc, l'aspect mhm. psycho-émotionnel, ça fait référence beaucoup à la spirale évolutive, dans lequel on parle de l'aspect énergétique des chakras, mais on parle aussi des états de conscience qui sont associés aux chakras. Donc, c'est une énergie, finalement, un certain type de comportement que tu peux avoir qui est relié au chakra du cœur qu'on va explorer cette fois-ci. Puis, je vais te dire qu'est-ce que je perçois. Tantôt, j'en ai parlé un peu, mais cette personne qui est en retrait, par exemple, hein, celle qui se retire, c'est celle, à quelque part, qui n'a pas envie, effectivement, qu'on vienne trop la déranger parce que elle, ce qui est habitué, en fin de compte, cette personne-là, c'est qu'elle est habituée, à quelque part, qu'on vienne la déranger pour être sollicité. C'est-à-dire que tu sais, on va venir te voir, toi, parce qu'on veut quelque chose de toi. Et comme depuis que tu es jeune enfant, on te demande quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça vient de longue date, ce processus-là, dans lequel on est tout le temps, entre guillemets, dérangé par notre entourage qui vient nous solliciter, nous demander quelque chose, bon, on s'est habitué à ce que ce soit normal d'être dérangé. Ben, c'est normal que quelqu'un me demande quelque chose, c'est normal qu'on me sollicite, c'est normal qu'on me demande, c'est normal à quelque part qu'on croit quelque part que je sois disponible tout le temps, tu vois. Puis j'ai l'impression justement qu'il y a un besoin pour toi, effectivement, d'accueillir quelque part cette crise que j'appellerais actuellement que tu vis, la crise justement de te rendre compte que tu n'as plus envie de cette disponibilité-là et que le fait de ne plus être à l'aise avec cette disponibilité que tu pouvais avoir, mais ça fait remonter en toi ce que moi j'appelle la méchante. La méchante, c'est la femme qui commence à se rendre compte qu'elle n'a peut-être plus envie d'être aussi ouverte envers son entourage parce qu'elle se rend compte justement qu'elle est tout simplement plus, elle est plus honnête avec elle-même. Tu sais, on pourrait dire, ah ben oui, il faut que je sois honnête, il faut que je sois ouverte aux autres, mais quand on arrive à constater qu'on n'a plus envie d'être ouverte aux autres, on est obligé de mettre des restrictions puis des limites. Puis là, les gens pourraient nous dire, ah, mais c'est pas correct, ça, t'es pas ouverte, hein, t'as pas une belle ouverture du cœur, toi. Mais en même temps, ce qu'on est, c'est un respect de soi-même. Et ce respect de soi-même, c'est de l'amour pour soi. Et cet amour pour soi, il est nécessaire pour tout être humain. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre à développer, je dirais, dans ta vie à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je vais le réfléchir parce que ça me parle et en même temps, c'est un peu contradictoire par rapport à ma façon de vivre parce que j'aime le contact, mais bon, en même temps, oui, je sais pas. Faut que je le réfléchisse. C'est pas évident de s'entendre dire ça. Et en fait, on se connaît pas, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que je suis en train de m'analyser et que je me connais pas. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui va venir plus tard.
Voilà, c'est Et tu sais, ce que j'ajouterais à cette notion, c'est que dans les relations, il y a la notion d'être en relation avec quelqu'un, puis il y a la notion également d'obligation envers quelqu'un. Tu vois, ah, l'obligation envers quelqu'un, c'est hum, je suis en relation avec quelqu'un et je me sens obligé à la personne parce que quelque part, si je suis une bonne personne, parce que je suis comme ceci, ben, je dois faire des choses pour cette personne-là, pour lui témoigner ou lui montrer quelque part que je suis une bonne personne. Et moi, je pense que c'est justement ça que tu dois remettre en question. ah, Il y a ah, une fondement chez toi de gens, un peu comme quelqu'un qui va être, qui a appris à être une bonne personne, il faut être gentil, il faut faire ah, bah ceci, il oui, faut faire cela. Et là, ça tu te c'est sûr. pièges à ce moment-là. Ça, c'est vrai, c'est mon éducation, ça, c'est vrai, effectivement. Mm. Alors là, la personne que tu dis là, est-ce que tu penses que c'est mon conjoint ou est-ce que c'est quelqu'un de plus large que ça? Est-ce que tu peux me Ben, dire? moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai l'impression que dans ta vie actuellement, il y a un besoin de retrouver à quelque part dans toi une femme qui a envie de gueuler, OK, qui a envie de gueuler. Puis pour moi, ça touche l'enfance, hein, ça touche l'enfant. Donc, ça touche évidemment Euh, ta relation avec des gens proches, mais ça touche d'une façon générale aussi avec l'envie de te dire, ben moi, j'ai envie de reconnaître qu'à l'intérieur de moi-même, il y a une femme, en quelque part, qui est en train de naître. Et cette femme-là est en train de prendre conscience de plein de choses qu'elle s'était pas rendue compte jusqu'à maintenant parce qu'elle était trop gentille. Quand on est trop gentil, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met de l'eau dans notre vin, on accepte des choses, on tolère des choses. Puis quand on se euh, rend compte que ça ne nous convient pas, ben, on est obligé de constater qu'on a fait trop d'efforts, trop de gentillesse, trop de ceci, trop de cela pour être en harmonie avec notre entourage, puis c'était pas acceptable finalement. non, mais ça, c'est exactement ça, hein. Ça me parle à Mhm. 100%. Effectivement, tu as bien raison. OK. Oui, je Puis, pense que mon éducation m'a un petit peu formaté comme ça et j'ai trop accepté et je m'oubliais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est pas mal. ouais. Puis toi, le troisième aspect sur les chakras, c'est le spirituel. Tu sais, on va l'aborder sommairement. C'est un peu l'alignement entre l'âme et toi. OK? On regarde Mhm, un peu où se trouvent les, 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 les perturbations, puis je te dis un peu ce que je perçois. mhm, Tu vois, c'est beaucoup le champ mental qui apparaît. Pour moi, le champ mental, ben, tu vois, il y a comme le champ énergétique, le champ émotionnel, le champ mental, le champ causal, le champ spirituel. Le champ spirituel étant l'âme. Et quand on fait cette interaction-là, on voit qu'au niveau du mental, il y a quelque part comme quelque chose de très, très rigide. Il faut que, tu vois, comme si dans ta tête à toi, tu avais des conventions mentales qui t'obligeaient à te dire, ben, un être humain, ça doit se comporter comme ceci, on doit faire ça comme cela, et comme des conventions. Et ces conventions-là t'éloignent de ta propre sensibilité intérieure. Et je pense que tu es en crise actuellement parce que l'émotionnel, la femme émotionnelle qui est en toi, est en train de te dire, j'en ai marre d'être un masque, d'avoir une forme d'apparence, une forme de comportement qui fait que les gens font un peu ce qu'ils veulent avec moi parce que justement, j'essaye de fonctionner selon des règles qui sont finalement assez rigides et qui m'éloignent de la dimension humaine que j'ai en moi en tant que femme. Et que si je reconnais la femme qui est en moi, ben là, je reconnais quelque part que moi, j'ai peut-être plus envie de faire tous ces efforts que je faisais auparavant parce que ça me nourrit pas finalement. Tu vois, c'est ça un peu que je mhm. sens à ce niveau-là. Qu'est-ce D'accord. que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse justement pour épanouir la femme qui est en moi et pourtant j'adore le spirituel, mais bon, il est vrai que c'est peut-être pas non plus. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que Ben, je fasse la là? première chose que je te dirais, c'est être vrai, parce que quelque part, Voilà. cette femme-là, justement, qui est en train d'émerger en toi, est-ce qu'elle t'exprime, c'est que tu t'es oublié. Tu t'es oublié quelque Mhm. part dans des Oui. comportements un peu figés, qui peuvent être moraux, spirituels, etc. Et ça t'a éloigné de la nature humaine que tu avais. Et aujourd'hui, je pense que tu es en train de te rendre compte que la femme humaine, elle se dit, hey, je suis pas contente, moi, parce que quelque part, j'ai pas ce que moi je mérite. Hein, je fais Mhm. plein de choses pour l'extérieur, mais je suis pas d'accord avec qui je suis parce que l'extérieur ne me donne pas quelque part ce dont j'ai besoin. Donc, ça t'oblige, toi, à devoir te rendre compte que tu as des besoins, tu as besoin de femmes, et ces besoins de femmes, ben, effectivement, tu as besoin de les communiquer, de les exprimer, de les assumer auprès de ton entourage pour que ton entourage se rende compte qu'il n'est plus, c'est plus, que tu n'es plus la même personne, tu n'es plus la même personne qui va accepter, tolérer plein de choses parce qu'elle est une personne gentille, etc. Elle est plus connectée avec l'envie d'être une femme en accord avec elle-même, tu vois. Mhm. D'accord. D'accord. Très belle Ça va? analyse. Merci Mm. beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Alors évidemment, comme vous le savez, là, on fait des démonstrations, donc on ne se lance pas dans des grandes choses, mais vous voyez que les trois applications des chakras, finalement, ça touche l'énergétique, donc l'aspect santé, l'aspect ensuite psycho-émotionnel qui nous permet de mieux comprendre donc la relation avec l'aspect santé, puis ensuite le spirituel qui nous permet donc de voir les interactions qui existent entre moi
mes relations avec l'âme et les différents champs énergétiques et le travail que j'ai à faire sur ces champs-là. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui pourraient être approfondies par la suite là-dessus, mais l'idée, c'était de vous proposer donc une idée de ça. Et pourquoi je vous parle d'auto-guérison? Ben, parce qu'il y a un programme d'enseignement sur l'auto-guérison qui est proposé dans les promotions que je vous présentais, que je vous ai envoyé dans les mails. Pour les chakras, bien, il y a effectivement un programme sur les chakras aussi qui est proposé, donc à coût peu élevé. Et puis également, le troisième thème que j'avais envie de vous aborder, c'est ce que j'appelle donc l'exploration, quelque part, de l'histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Alors, cet aspect-là, finalement, nous permet donc de comprendre que lorsqu'on fait une exploration avec une personne, ben, on peut donc voir que dans ce champ énergétique d'une personne, ben, effectivement, il y a des mémoires qui peuvent empêcher son processus de cheminement. Donc, dans l'auto-guérison, on a vu que ça existait. Dans les chakras, on a vu que ça existait. Bien évidemment, dans ce cas-ci, là, c'est là qu'on aborde véritablement l'aspect plus lecture de vie. Lecture de vie, ça veut donc dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, ben, je vois que dans ce champ énergétique-là, il y a donc une histoire de vie qui peut m'empêcher, moi, d'être en accord avec moi, être libre en tant qu'être humain. Et c'est ça un peu, c'est toutes les blessures émotionnelles que j'ai eues depuis que je suis né sur Terre qui peuvent se retrouver dans ce champ énergétique-là. Les mémoires familiales avec lesquelles je peux raisonner. Ça veut donc dire que dans mon propre champ énergétique, je peux raisonner avec des mémoires familiales qui ont un impact sur ma propre vie parce qu'ils ont des résonances avec ma propre histoire de vie, okay, ce qui va amplifier les blessures émotionnelles qui sont en moi. Et je peux également raisonner avec des mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies font aussi amplifier cette même type d'expérience émotionnelle que je vis. Donc, on peut comprendre que si je suis vraiment connecté avec des blessures qui rejoint des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, ben le poids émotionnel que je traîne avec moi est beaucoup plus lourd et beaucoup plus difficile à changer que quelqu'un qui va, par exemple, finalement, ne pas être dans une position de résonance. Et pourquoi les résonances vont se faire? Parce qu'il y a des blessures émotionnelles que je rejette. Plus je rejette une blessure émotionnelle, plus cette blessure émotionnelle se retrouve dans une situation où moi je la pousse, et plus je la pousse, puis plus je la pousse vers ce que j'appellerais l'inconscient collectif. Hein, c'est-à-dire que c'est là que cette blessure émotionnelle que je rejette, par exemple, si je rejette l'abandon, ben l'abandon, quelque part, risque de résonner avec des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies qui vont finalement faire que cette expérience d'abandon-là va s'amplifier dans mon champ énergétique, puis elle va devenir effectivement un problème de plus en plus élevé dans ma propre structure. Et c'est là que je vais être de plus en plus incapable, pourrait-on dire, de ne pas faire face à cette blessure-là. Je vais devoir faire un travail sur moi parce que ça va être tellement lourd, tellement congestionné, je vais devenir tellement figé intérieurement que je ne serai pas capable de me dépasser à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison-là que ce travail-là devient très intéressant parce que ça nous permet justement de comprendre que ce qu'on appelle le karma, en quelque part, hein, c'est simplement des éléments figés qui sont en soi. Plus c'est figé en moi, plus quelque part la blessure, je la rejette, plus je la refuse, plus elle devient quelque part dans une ramification, dans une toile d'araignée, pourrait-on dire, où quelque part je prends conscience que je suis relié à d'autres expériences de vie qui ne sont pas les miennes et que tout ça, finalement, va faire que mon énergie, je vais la polluer en quelque sorte, puis je vais me dévitaliser plus rapidement aussi à travers cela et qui va faire que je ne vais pas être capable de me réaligner avec moi-même, de retrouver quelque part, de me réapproprier la charge émotionnelle, la charge énergétique qui est associée à l'expérience de vie que j'ai vécue à ce moment-là. Donc, tout le travail va consister justement à redonner l'opportunité à la personne de se réapproprier cette charge énergétique-là. Ça peut se faire à travers une consultation, ça peut se faire à travers plusieurs consultations dépendant de chaque personne. Puis évidemment, dans la pleine conscience intuitive, quand on sait que quand on va voir un clairvoyant, un voyant, un médium, on va souvent aussi être intéressé à entendre parler de notre passé, de notre présent et de notre futur. Qu'est-ce qui détermine notre futur, un futur positif et évolutif? C'est quand je suis capable, moi, de me dégager de mon passé pour être capable de me rendre compte que plus ce passé-là, je m'en dégage, plus je suis capable d'accéder à un futur de plus en plus en harmonie avec moi. Ce futur qui est de plus en plus en harmonie avec moi, il est là parce que je me suis dégagé de mon passé. Je me suis libéré de toutes les obstructions qui empêchaient à l'être humain que je suis de m'ouvrir à toutes les multiples possibilités de ma propre vie. Et c'est ça, quelque part, que ce type de consultation va nous permettre de faire, c'est d'apprendre justement à redonner cette mobilité-là à l'intérieur de soi pour être capable de créer cet espace de transformation qui va me permettre d'être en alignement avec ma propre lumière, en quelque sorte.
Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce que je viens de vous présenter. Alors évidemment, donc, je vais demander pour une démonstration, mais évidemment, je vais demander à une personne, la première qui va apparaître sur le chat, de le faire. Donc, Joanie qui a été super rapide. Alors évidemment, je sais qu'il y a Soria qui me disait, oui, moi je veux bien, mais je veux être respectueux par rapport au fait que c'est la première personne qui se présente à partir du moment que je le demande pour éviter que justement les gens me disent tous, ben moi je veux bien, puis finalement, bon, soit arrêté dans le processus. Donc, c'est par respect pour ça que je ne vais pas procéder comme ça. Donc, Joanie qui a donc bien voulu le faire. Est-ce que tu as un thème particulier, Joanie, que tu voudrais qu'on regarde? Donc, tu peux l'inscrire dans le chat ou tu peux prendre le micro comme tu veux. Non, pas particulièrement. Je te laisse. OK. Donc, dans ce type de lecture-là, quelque part, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, on parle du cerveau quantique. Le cerveau quantique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de mon champ énergétique, l'aura, est animé par une lumière, par une certaine énergie qui reflète un peu la santé biolumineuse, la santé des cellules. Maintenant, dans cette santé biolumineuse, la santé des cellules, se trouve de l'information et cette information, c'est associé à des mémoires associées à ma vie personnelle, à mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Et là, je vais donc prendre le temps. Puis dans ce sens-là, évidemment, tout cet ensemble d'informations vont amener une perception du futur à prendre forme, qui peut être un futur qui peut être plus ou moins programmé à l'avance, dû au fait qu'on est figé dans notre histoire personnelle, dans notre histoire du passé. Donc, je vais prendre le temps de regarder ça globalement. Puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois à Joanie. Tu vois, la première chose que je vois par rapport à toi, c'est beaucoup des mémoires provenant du Moyen Âge. Beaucoup, à quelque part, de fierté. Tu sais, la fierté, à quelque part, c'est les défis. Hein? Quelqu'un, à quelque part, qui tu m'as trahi, tu m'as trompé, ben, quelque part, je te lance un défi, tu vas devoir te battre avec moi. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil et beaucoup de devoir se battre par orgueil, par défi, parce que justement, quelqu'un ne s'est pas comporté adéquatement avec moi, etc. Et ce que je vois qu'il y a comme conséquence dans ta vie, c'est un peu le même principe. Et par fierté, par orgueil, je ne parlerai plus, je ne ferai plus ça avec cette personne-là, etc. Comme s'il y avait une espèce de situation dans laquelle tu es devenu, et je vais dire ça de façon exagérée, comme isolé. Isolé parce que justement, dans toi, cette forme d'orgueil, je vais l'appeler comme ça, dans lequel on reconnaît quelque part qu'il y a des choses qui se font puis qui se font pas, puis que si la personne le fait, ben je l'éloigne. Ben il y a comme quelque part une forme de situation où on se dit bon ben si je tiens compte de cette fierté qui est en moi, ben à quelque part je suis isolé. Je suis isolé parce que toutes les personnes qui sont autour de moi, ben finalement j'aurais pas à communiquer avec eux parce que justement ils se sont comportés d'une façon inadéquate avec moi, tu vois. Et je sens que c'est un peu comme s'il y avait un genou à mettre au sol. Et pour moi, ça fait référence à pardonner ça, tu vois. Et on va explorer ça davantage, mais je vais te demander comment tu reçois ce que je viens de te dire par rapport à ça, Joanie. Oui, dans un premier temps, oui, je pourrais réagir comme ça, effectivement. Et cette notion de pardon, comment tu vois ça? Après, en fait, après, je descends moi aussi je change d'attitude, mais j'ai un premier ressenti qui est effectivement de cet ordre-là. C'est-à-dire la fierté, c'est ce que tu veux dire, la notion de défi. Et puis l'impression d'avoir raison et qu'il faut absolument combattre cette. Donc, tu vois, ça fait référence. Évidemment, on pourrait explorer cette notion de mémoire d'autre vie, mais ça, on le fera pas par souci justement que c'est une démonstration. Mais ce qu'on voit quelque part sur lequel j'aimerais que tu comprennes bien, c'est la notion de pardon. Et la notion de pardon, ça passe par quelque chose qui sort de ta gorge, soit comme s'il y avait comme de l'émotion qui était prise dans ton corps. Et cette émotion qui est prise dans ton corps, c'est justement toute en relation avec le sentiment de honte de s'être trompé, tu vois, le sentiment de honte de ne pas avoir dit les choses correctement ou de ne pas avoir agi correctement, tu vois. Puis
l'humilité, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que ça nous permet de nous rendre compte que ce qu'on a à faire, finalement, c'est d'être humble avec l'idée qu'on puisse se tromper, comme tout être humain peut se tromper. C'est pas juste toi. Tous les êtres humains sont confrontés à pouvoir se tromper. Et que quand on accepte cette idée de peut-être s'être trompé, ben, on se permet justement de se libérer, je dirais ça comme ceci, de moi, ce que j'appelle la honte. La honte, c'est cette espèce d'impression que parce que je suis orgueilleux, puis parce que quelque part je dois avoir tout pris raison, ben je vais être honteux, puis je vais être de mauvaise foi pour arriver à démontrer que j'ai raison malgré que j'ai pas raison. Toi, il y a cette notion-là de honte que je sens là-dedans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est sans doute important pour toi d'arriver justement à avoir peut-être un petit journal intime dans lequel tu commences à reconnaître humblement les erreurs que tu as pu commises. Reconnaître qu'on a fait des erreurs, c'est pas finalement de se taper sur la tête en se disant maudit, j'ai fait des erreurs, je suis méchant, je suis pas correct. Non. C'est d'admettre humblement, finalement, que tous les êtres humains que nous sommes pouvons faire des erreurs, puis que nous, ben, on avait peut-être tendance à ne pas facilement admettre les erreurs que l'on pouvait faire, puis qu'on avait tendance peut-être à vouloir se débattre concernant ces erreurs-là, en rejetant les erreurs, en refusant de les reconnaître, ces erreurs-là. Et je pense que ce serait sans doute intéressant pour toi de te rendre compte que dans ton cas, il y a une tension qui est là. Et cette tension-là, c'est beaucoup lié à l'idée que moi, je veux être aimé à tout prix et que cet amour que j'ai envie que les gens aient envers moi, ben c'est un amour finalement qui ne tient pas compte des erreurs que je pourrais commettre. C'est un peu comme une espèce d'idée que je dois être parfaite. Et cette notion de perfection, elle est lourde à porter pour un être humain parce que quelque part, elle implique justement que je sois tout le temps à la hauteur. Et que si quelqu'un me dit que je suis pas à la hauteur, je dois me débattre pour lui montrer que je suis à la hauteur. Et ça, c'est fatigant, parce que ça demande une lourdeur, un effort énergétique très, très puissant pour arriver tout le temps à essayer de montrer qu'on est correct, tu vois. Et je pense que ce serait intéressant pour toi de te rendre compte finalement que tout ça, ça pollue ton esprit, ça pollue ton énergie, et que te libérer de tout ça, c'est de te rapprocher de la transparence. Et la transparence, c'est de t'ouvrir au cœur, de t'ouvrir à l'amour, puis de trouver cette capacité que tu as justement d'admettre finalement que toi, ton objectif de vie, c'est d'être le plus humain possible, le plus proche de qui tu es et le plus près par rapport à qui tu es. Puis que dans ces conditions-là, quand tu deviens comme ça, mais tu t'enlèves cette pression-là et tu te permets donc de t'ouvrir à des échanges beaucoup plus constructifs et beaucoup plus évolutifs pour toi et ton entourage. Je sais pas comment tu reçois ça. Alors effectivement, en amour, c'est quelque chose que j'arrivais pas à gérer. Donc, pour l'instant, j'en suis libérée et du coup, je le gère mieux. Je le gère mieux parce que j'ai retiré cette pression que ça pouvait, que ça Mais tu sais, ce que je te dirais, c'est que le fait d'enlever cette pression-là, dans le potentiel futur qui en résulte, je crois quelque part qu'il te faut maintenant arriver à te donner la permission de te dévoiler dans ta fragilité et dans ta sensibilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part de te montrer tel que tu es. Et ça, c'est une démarche que tu as à faire avec toi-même. Et dans ce sens-là, mais que tu as aussi à apprendre à faire avec les autres et être capable de reconnaître effectivement, tu sais, quand on dit, par exemple, moi, je suis ça. Puis l'autre personne te dit, wow, c'est superbe ce que tu es, tu vois. Ça, c'est ça l'objectif. C'est que tu sois capable de montrer que tu es tel que tu es et que la personne qui soit devant toi soit capable de te dire, wow, c'est superbe. Et ça va être un signe justement que tu es dans une relation qui va être convenable pour toi. Si l'orgueil prend forme parce que justement la relation n'est pas, tu sens que l'accueil n'est pas là, ben moi je te dirais quelque part, t'es mieux de te protéger, puis t'es mieux quelque part de retrouver quelque part de te retrouver avec toi-même, puis d'apprendre justement à travailler sur l'humilité, puis à travailler sur l'amour de soi, puis à travailler justement sur cette capacité que tu as de te soutenir pour arriver à te sentir plus en paix avec toi-même, que de perdre ton temps à vivre une relation dans laquelle il y aurait cette notion de conflit qui en résulterait parce que tu aurais l'impression que l'autre personne te rejetterait ou te reconnaîtrait pas tel que tu es. Parce que c'est là que tu tombes dans la fierté, l'orgueil et tout ça, et c'est là que tu te perds également aussi. Tu me suis? Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je fais du coup. Je me retrouve beaucoup mieux en étant toute seule avec moi-même et je suis beaucoup plus calme. Est-ce que tu travailles par contre sur cette humilité, sur le pardon, l'humilité et l'authenticité aussi? Oui. C'est ça qui est la clé. Oui, je pense. Être capable d'être vrai avec quelqu'un, tu vois? Oui. C'est ça. Et être vrai avec quelqu'un, ça veut donc dire quelque part d'être vrai avec toi aussi.
C'est là que ton journal intime pourrait être intéressant. Quand je dis être vrai avec quelqu'un, c'est être capable de dire à quelqu'un ce que moi je ressens. Premièrement, se le dire à soi-même, ce que je ressens, et être capable de dire à quelqu'un ce que je ressens aussi. Si je sens quelque part que j'ai un besoin de communiquer quelque chose à une personne, ben je sois capable de me soutenir là-dedans, puis de dire, OK, j'ai envie de dire ça, je vais lui dire. Et ça demande une forme d'humilité, puis une forme d'ouverture envers soi-même, puis d'acceptation de qui on est, puis de ne pas vouloir montrer une image haute de qui on est, tu vois. Et c'est ça un peu que je sens qu'il y a la démarche que tu as à faire. Et j'y arrive beaucoup mieux en amitié. Enfin, ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide et voilà. Donc, d'avoir des amitiés de qualité. Mais c'est ça, moi, je te dirais, en tous les cas, de vraiment apprendre à quelque part à travailler là-dessus, parce qu'avec l'amitié, c'est une belle zone de confort, pour arriver à trouver une zone de confort. Et cette zone de confort-là va t'amener progressivement aussi vers la zone plus amoureuse, dans laquelle tu vas apprendre à assumer aussi ce que tu travailles dans tes relations amicales. C'est assumer quelque part ton authenticité et ta vérité. Parce que c'est ça, quelque part, qui va être le plus important pour être capable de, je dirais ça comme ça aussi, de grandir en tant que femme, tu vois? Tout à fait. Ça va? Oui. Merci. Bienvenue. Alors, donc, évidemment, comme je dis, ce sont que des échantillons qu'on regarde ensemble, mais quand même, ça nous permet un peu de voir un peu comment ça fonctionne. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne, la pratique de la pleine conscience intuitive. Bien évidemment, quand je parle d'auto-guérison, ça veut donc dire que je vais m'orienter sur une région du corps. Bon, les intestins, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Les chakras, je travaille sur un chakra, donc c'est une structure énergétique sur laquelle je vais interagir. Sur l'aspect mémoire, là, je travaille sur des mémoires qui animent le champ énergétique. Alors, vous voyez que dans la pleine conscience intuitive, le prisme est fait de quelle façon? Mais par l'intention. C'est-à-dire que moi, je vais aller vers la santé, je vais aller vers les chakras, je vais aller vers la mémoire d'autres vies, mémoire personnelle, mémoire familiale. Je vais comme jouer à travers ça parce que j'ai un pouvoir d'intention qui me permet de me sentir de plus en plus à l'aise dans les voyages que je fais. Et en faisant ces voyages-là, j'accède à une information qui, et par le décodage, par les programmations et les soins, je vais accompagner le processus de guérison de mon partenaire par le fait que je vais faire ces actions-là pour amener donc une évolution à prendre forme dans l'action thérapeutique que je vais faire sur la personne. Et si je le faisais sur moi, c'est sur un peu la même démarche que j'effectuerais. Donc, il existe aussi un programme sur ce qu'on vient de voir ensemble, mais dans la promotion que je vous ai dit, concernant donc le voyage chamanique et des programmations de la mémoire cellulaire, qui concerne justement un peu tout ce qu'on a vu dans ma présentation sur ce thème-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et évidemment communiquer avec moi si vous avez envie ou des clarifications que vous avez envie de faire concernant cela. Et ensuite, alignement à l'âme et soins par les guides. Alors, première chose, alignement à l'âme, on l'a un petit peu vu avec les chakras. Donc, l'alignement à l'âme, c'est cette capacité que moi j'ai de m'aligner avec l'énergie de la lumière pure. La lumière pure, c'est une lumière qui n'est pas colorée par la mémoire. Donc, ça veut donc dire que c'est une démarche spirituelle dans laquelle j'apprends à me libérer de mon histoire personnelle, familiale, mémoire d'autre vie pour accéder à quelque chose où on arrive à trouver cette incarnation de la lumière. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et que cette lumière-là va me permettre, parce que je suis dans un niveau de lumière dans lequel il y a une forme de tranquillité, pourrait-on dire, c'est là que je vais pouvoir faire venir à moi des guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière pure qui va prendre des formes. Et pourquoi elle va prendre des formes? Parce que quelque part, c'est plus facile souvent d'avoir des formes qui vont me permettre justement de pouvoir effectuer un travail sur moi-même ou sur un partenaire. Alors, ces formes-là, évidemment, peuvent être des formes associées à des mémoires d'autres vies. Ça peut être associé également à des énergies extraterrestres, des énergies spirituelles. L'important n'est pas tellement de déterminer si ces guides-là, quelque part, sont véritablement un extraterrestre, par exemple. L'important, c'est de se rendre compte que ces guides-là doivent être capables de nous apporter des réponses ou de nous faire évoluer, progresser ou cheminer. C'est dans ce sens-là, évidemment, que c'est comme un jeu aussi. Et ce jeu-là, c'est que moi, quand j'ai besoin d'un guide, je le fais venir. Et le guide, à quelque part, ce que je cherche à mettre en lumière chez ce guide-là, c'est sa capacité à me soigner, à m'aider ou à soigner et aider mon partenaire. C'est quand même ça qui va être l'élément premier. On va moins mettre l'emphase sur l'idée de l'identité du guide parce qu'à ce moment-là, il y a un piège. Ça nous ramène finalement à cette idée de « moi, Sylvain Bélanger, j'existe. Je suis faite de chair et d'os. » Je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas une image virtuelle. Je suis faite de chair et d'os. Donc, quand on travaille avec un guide, on peut arriver à la même conclusion. Moi, je travaille avec un guide, il s'appelle telle façon, il a vécu telle année, je fais de la recherche, je veux savoir si c'est vrai qu'il existe, qu'il a existé.
Et là, on peut tomber dans quelque part dans ce que moi j'appelle le scientifique. Le scientifique, lui, il cherche à démontrer des choses. Dans la pratique intuitive, quand on travaille avec les guides, on n'a pas besoin de démontrer des choses. On peut vouloir les démontrer. Mais l'objectif, c'est quand même d'obtenir de l'information, d'obtenir un support et un soutien d'une énergie de guide qui va nous permettre d'évoluer, progresser et cheminer dans notre vie. Et c'est beaucoup dans ce sens-là qu'on va travailler là-dessus, sur la pratique, parce que justement, c'est ça qui est le plus important. Puis on comprend alors qu'il y a beaucoup d'éléments théoriques autour des guides où on dit, un être humain a 3 guides. Il y en a qui vont dire qu'il y en a 5, il y en a qui vont dire qu'il y en a un. C'est tout pour moi de la théorie, tout ça. Quand on est en pratique, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on peut faire venir un guide, 2 guides, 3 guides, 20 guides si on veut. On peut faire venir ce que l'on veut. Et à partir du moment qu'on fait venir ces guides-là, ben, quelque part, on assiste à quelque part à une certaine somme de dynamique entre les guides et nous. Et c'est ça qui va déterminer justement beaucoup tout le travail qui va être effectué. Donc, c'est ça un peu qu'on cherche donc à établir comme relation donc avec les guides. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette idée des guides? Parce que c'est là qu'on va faire une petite démonstration bientôt concernant donc le travail avec les guides. Et si c'est des questions d'interrogation, ben, ce serait le moment de les poser concernant cet aspect-là des guides à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, si vous voulez bien, on va passer à l'étape justement de la démonstration avec les guides. Alors, quel est l'intérêt du travail avec les guides? Bien évidemment, je n'ai pas abordé ces sujets-là, mais les guides, finalement, moi, comment je les utilise souvent, c'est quand je fais une lecture intuitive avec quelqu'un ou avec moi-même et que je sens une forme d'impasse, ou je sens quelque part que l'information ne semble pas naturelle, elle ne se manifeste pas facilement. Souvent, je vais faire venir un guide qui va souvent me donner l'opportunité d'avoir un autre point de vue, un autre regard, qui va donc élargir ma vision des choses et va me permettre donc de simplement approfondir le travail. L'autre chose, c'est que des fois, les guides vont être utiles dans des situations particulières, comme par exemple, moi, je travaille avec des maisons hantées, des cas d'identité, de possession, des choses comme ça. Donc, ce qu'on appelle des possessions, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un individu qui s'est tellement dissocié de lui-même que, à quelque part, la dissociation a fait qu'il y a eu des résonances tellement fortes avec des mémoires d'autres vies et des mémoires familiales que l'individu a l'impression de ne plus s'appartenir. Alors, comme il ne s'appartient plus, ben à ce moment-là, il y a l'impression effectivement qu'il est possédé par quelque chose qui ne lui appartient pas. Sauf que dans les faits, c'est cette énergie qu'il a l'impression d'être possédé, mais c'est une énergie qui lui appartient en partie, mais qu'il a appris tellement à se dissocier d'elle qu'il a appris donc à s'en éloigner. Et cette dissociation qui est tellement forte, elle est souvent reliée à une charge émotionnelle qui est très puissante. Hein? Quelqu'un qui a vécu une émotion très forte, très puissante, il veut tellement pas la recontacter qu'il va la rejeter tellement fortement qu'il va y avoir donc des émotions, des mémoires d'autres vies qui ont des émotions très fortes aussi, qui vont résonner avec lui de la même façon que son émotion est forte. La mémoire d'autres vies va être chargée de la même émotion et là, ça va engendrer quelque part quelque chose de très, très puissant. Et c'est là qu'il va y avoir des phénomènes quelquefois paranormaux qui peuvent en résulter parce que justement, dans le champ énergétique, il y a une forte perturbation qui est associée à tout ça et qui va nécessiter donc un travail plus en profondeur à faire pour amener une situation d'équilibre à prendre forme à ce moment-là. Donc, si vous voulez bien, s'il n'y a pas de questions, donc il y a une question d'Hélène qui dit où peut-on trouver les formations? Actuellement, je suis en train de tout remettre à jour au niveau des formations. Donc, sur le site Thérapie intuitive, quand vous regardez dans le haut de la page, vous allez voir formation et vous allez, il y a quatre propositions qui sont faites. Elles sont toutes en train de se faire réactualiser. Donc, actuellement, ce que j'ai voulu faire, c'était de proposer des promotions autour des enseignements. Vous avez donc sur les mails que je vous ai envoyés ces propositions-là. Évidemment, si vous avez des questions, des interrogations concernant les programmes de formation, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec moi. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions, puis de vous conseiller aussi la formation qui pourrait être un peu appropriée. Donc, des formations personnelles qui sont proposées avec des consultations si on veut ou pas, et des formations professionnelles qui ont pour objectif donc d'amener cette position de thérapeute professionnel à le faire. Donc, c'est un choix qui existe. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas et je pourrais prendre le temps de discuter avec vous de la formule qui serait la plus intéressante et qu'est-ce qui conviendrait le mieux à vos besoins également. Il y a Surya qui finalement, voilà, Surya, tu l'as eu. C'est toi qui vas être la prochaine personne concernant donc les soins par les guides. Est-ce que tu aurais une demande particulière que tu voudrais faire pour ça? Je ne sais pas si on m'entend si j'active le micro.
Oui, oui, tu peux y aller, oui. Alors moi, j'ai rencontré mon guide, mais en fait, il me parle pas. Mhm. La seule chose que j'entends, c'est kiff. Et c'est tout ce que j'ai, en fait. Et je sais pas s'il y a quelque chose à me conseiller ou à voir par rapport à ça. Kiff, ça veut dire aime, si je comprends bien, parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas au Québec, mais kiff, c'est je kiffe la vie, quoi, c'est ça? Oui, ça serait plus dans ce sens-là. Mhm. Mais tu vois, la première chose que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, tu dis, j'ai communiqué avec mon guide. Qui est ton guide? Comment peux-tu savoir que c'est ton guide? Ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que l'appropriation d'un guide est souvent un leurre. Parce que quelque part, moi, en tant qu'être humain, je suis dans un processus d'évolution. Et parce que j'évolue, parce que je suis fait de chair et d'os, ça m'apparaît, je parais stable, mais même dans cette stabilité apparente, j'ai plein de mutations qui se font actuellement et que vous ne voyez pas. Donc, si on parle dans un point de vue quantique, d'un point de vue d'un champ énergétique qui est quantique, on comprend que ce champ énergétique-là, il n'est pas du tout figé. Il est en mouvement perpétuel. Et ce mouvement perpétuel, finalement, fait que je suis en interrelation avec plein de choses que je ne vois pas physiquement. Donc, l'idée des guides, à quelque part, ça veut donc dire à quelque part qu'on est en étroite relation avec une forme d'intelligence universelle, et cette intelligence universelle peut me mettre en relation avec des guides d'une façon constante et perpétuelle. Donc, à quelque part, plus je suis accrété à un guide en me disant, mais j'ai mon guide, puis il ne me parle pas, je suis malchanceux, hein, il ne me parle pas. Alors, je suis prêt avec ce guide-là, puis je reste avec lui, puis il ne me parle pas. Qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Bien, il arrive qu'on fige notre relation avec le guide. Alors que si on reconnaît quelque part cette idée que le guide est une énergie qui est en mutation, qui est en transformation, ça veut donc dire que si ce guide-là ne me parle pas, peut-être que je pourrais aller voir un autre guide qui pourrait me parler. Hein, c'est un peu comme dans une relation. J'ai un mari qui me parle pas, puis qui est pas gentil avec moi, puis je suis pas en amour avec moi, puis il est pas en amour je suis pas en amour avec lui, il est pas en amour avec moi. Mais quelque part, on peut rester toute notre vie comme ça. Mais on peut se dire, ben non, mais ça convient pas. Moi, ça me convient pas, ça y convient pas. On va faire des actions pour changer la situation. Donc, c'est la même chose avec les guides. Les guides, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie, à quelque part, si moi, je suis dans une position de victime, je vais communiquer avec un guide qui va avoir une certaine couleur. Si je suis dans une position où j'affirme qui je suis, ben, je vais communiquer avec un guide qui n'a pas la même couleur que celui qui est dans avec lequel j'étais en victime. Vous comprenez que plus je fais un travail sur moi, plus je peux m'ouvrir aux multiples possibilités que les guides peuvent m'apporter. Plus je suis figé, plus je suis prisonnier de l'identité du guide avec lequel je suis. Et c'est ça, quelque part, il faut bien comprendre. Puis je pense que c'est ça qui est souvent mal compris avec les guides, c'est qu'on a vraiment l'impression que les guides, c'est quelque chose comme un peu comme l'être humain. Hein, moi, j'ai une sœur, j'ai un frère, alors j'ai un guide. Hein, comme une sœur, puis un frère, puis une mère, puis un père, mais j'ai un guide. Alors, ça nous donne l'impression que tout est un peu comme dans une espèce de mode de fixation, tout est à sa place, mais comme s'il n'y a pas d'espace de créativité. Alors que quand on aborde le monde quantique, on se rend bien compte que ce monde quantique-là, il est non seulement créatif, mais il est hyper créatif. On peut se rendre conscient d'une forme de matrice gigantesque dans laquelle nous sommes tous reliés et dans laquelle nous sommes en relation avec l'histoire de l'humanité et dans lequel nous sommes en relation avec une multitude de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, à partir du moment qu'on comprend cela, ben, on doit effectivement se rendre conscient que cette relation qu'on a avec les guides, elle peut vraiment s'élargir d'une façon définitive à ce moment-là. Je reviens avec toi, Surya, et je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va apparaître au niveau d'un guide. Je ne vais pas nécessairement tenir compte du guide avec lequel tu es, mais on va aborder les choses pour regarder un petit peu qu'est-ce qui ressort de ça, si tu veux bien. Ça va? Oui. Mm-hmm. Alors, dans un premier temps, je vais parler de toi, d'un point de vue de ton champ énergétique global, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je vois, etc. Moi, je vois l'image d'une pharaone, tu vois, l'Égypte. Hein? Et cette image-là, de cette pharaone-là, finalement, c'est comme une femme qui est dans une forme de souffrance qui semble reliée entre c'est un peu comme le plexus solaire, puis le cœur qui est très comme, il y a beaucoup de tristesse là-dedans, beaucoup de douleur, un peu comme quelqu'un qui avait été humilié, tu vois, qui avait été dans une situation effectivement d'humiliation et qui avait l'impression quelque part que le seul moyen pour elle d'exister, c'était essayer quelque part de faire valoir qu'elle mérite à quelque part qu'on la respecte, qu'on la reconnaisse, qu'on lui donne de la valeur, un peu comme une femme qui est humiliée puis qui doit se débattre pour essayer de faire valoir qu'elle est mieux qu'elle mérite mieux quelque part que le vécu, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une blessure là-dedans. Cette blessure-là, c'est comme si je te voyais un petit peu comme effondré
un peu comme quelqu'un qui est à genoux et qui a l'impression justement qu'elle doit marcher à quatre pattes pour finalement exister, parce que si elle marcherait debout, ben elle se ferait rentrer dedans, là, elle ne serait pas appréciée, tu vois. Et c'est ça un peu que je ressens dans un premier temps. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Surya? Ah bah je suis totalement là-dedans, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. Donc effectivement, c'est quelque chose c'est un cycle en fait qui revient régulièrement. Mhm. J'en OK. sors, je retourne et il y a des éléments qui me font retourner dans ce système-là. Et si tu veux bien, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, on va faire venir un guide, on va voir qu'est-ce qui va en résulter maintenant. Alors, le guide qui apparaît, c'est un guide, c'est un homme, et c'est un guide que moi, je situerais un peu comme pour décrire, un peu comme un fakir, tu vois, pour donner l'image, hein. Et ce guide-là, quelque part, est très autoritaire. La façon qu'il s'exprime à toi, c'est un peu comme si tu étais par terre à quatre pattes et lui il semblait te dire, bon, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des exercices, comme s'il montrait quelque part comme une position de droiture qu'il voudrait que tu aies. Et cette position de droiture, c'est un peu comme si arrivait en te disant, bon, il faut que tu fasses du yoga, etc. Il y a comme une espèce de flexibilité que tu dois retrouver. Bon, c'est ça un peu la première chose qu'il te dit comme information. Maintenant, on va explorer un petit peu plus qu'est-ce que ce guide-là a à te dire. Donc, ça, c'est comme si ce guide-là, quelque part, disait qu'il n'avait pas envie trop de te parler parce que quelque part, il savait que tu n'allais pas en écouter. Donc, là, il te dit des choses qui sont reliées donc à ton corps parce qu'il sait que tu vas écouter. Parce que ton corps, c'est comme si c'était important. Et que ton corps, comme il est important, puis c'est relié à l'apparence, puis c'est relié au fait qu'on est vu, qu'on est regardé par l'extérieur, ben ça, il peut te donner des conseils là-dessus parce qu'il sait que tu vas l'écouter. Mais qui ici parle de ton monde intérieur, ben quelque part, il sait que tu ne vas pas l'écouter parce que le monde intérieur est déterminé par l'extérieur. C'est-à-dire que toi, tu donnes de l'importance aux gens qui sont autour de toi, qui, eux, vont te donner un sens parce qu'ils vont te regarder. Et comme ils te regardent, ben là, tu vas dire, ah ben, je suis importante, je suis belle, je suis ceci, je suis cela. Et ça, tu vas donner une importance à ça. Mais que lui, c'est ça la première chose qu'il a à te dire, toi. Je sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Euh, je reçois totalement. Euh, Mhm. c'est exactement ça de toute façon. Et dès que de toute façon, je vais avoir quelqu'un qui va me dire, oh voilà, fais du yoga. Par exemple, c'est exactement ça, fais de l'exercice, fais du yoga, médite. Moi, tout de suite, je vais être en mode rejet, en fait, presque. J'ai Et quelque chose pourquoi? que je veux pas, parce que c'est moi qui commande, en fait, ce que je veux faire et qu'on me dise ce que je dois faire. Plus on va me dire ce que je dois faire, moins je vais le faire, en fait. Mhm. Et puis tu comprends, tu sais, puis moi, ce que je te dirais, c'est quand tu dis que le guide te parle de kiff, mais tu n'arrives pas à communiquer avec lui, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que la communication, ça passe par avoir envie de s'asseoir avec quelqu'un, puis de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire, puis de pouvoir arriver à partager quelque chose avec quelqu'un qui a un message à nous transmettre. Mais si cette personne-là, quelque part, on n'est pas intéressé à l'écouter, bien évidemment qu'il y a déjà un bris de communication qui s'effectue, tu vois. Et cette notion de kiffer dont tu parlais tantôt, mais kiffer, quelque part, moi, je pense que finalement, ça nous ramène justement à cette femme honteuse qui est en toi. Tu sais, la femme honteuse, c'est la femme qui a l'impression justement de ne pas être à l'auteur, de ne pas avoir de valeur, de ne pas mériter, tu vois. Et à quelque part, cette femme-là, justement, pour être capable d'être touchée dans ses fondations, ben, il lui faut à quelque part reconnaître qu'elle est d'elle-même, elle a envie d'être aimée, mais elle a envie aussi de s'aimer. Et cette idée de s'aimer, tu vois, c'est comme si ce guide-là maintenant intervenait, tu vois, il parle pas, mais il va très délicatement, comme si en l'intérieur de toi-même, il y avait de la fragilité, un peu comme un verre de cristal, très, très fin, très, très fragile. Et c'est comme s'il montrait quelque part qu'il fallait juste redresser un tout petit peu le verre, puis il y avait énormément de pleurs qui ressortaient de ton corps. Et ces pleurs-là, c'est tout relié à l'humiliation. C'est la femme fière qui reçoit des taloches, qui reçoit des trucs inacceptables, mais comme elle est fière, elle ne le montrera pas. Elle va pas être touchée par ce qui se passe. En tout cas, elle va pas montrer qu'elle est touchée parce qu'elle est fière. Et que finalement, ce guide-là, finalement, veut te faire comprendre à quelque part que derrière la fierté se cache finalement la honte. La honte de ne pas avoir été capable justement de répondre aux exigences que l'extérieur avait manifestées. Et que ce guide-là, justement, te dit que la première étape, c'est de faire tomber ce faux personnage-là qui est en toi. C'est-à-dire que la femme qui est supposément indépendante, fière, qui se tient debout, etc., elle est simplement une femme qui, finalement, a très, très peur de la vie, a très, très peur de reconnaître à quelque part ses réels potentiels
qui sont en elle, d'une femme justement qui a une certaine sensibilité, une certaine émotion, qui finalement a plein de choses qu'elle a envie de communiquer à elle-même puis à l'extérieur. Et cette femme-là, si elle se donne la permission d'être cette femme-là, mais c'est un peu comme si elle allait générer tout un autre rapport avec la vie, je dirais, toute une autre relation avec la vie. Comme si tu allais devenir, à mon sens, à moi, une femme qui va être communicatrice, qui va être beaucoup plus dans la relation avec son entourage, parce que tu vas te rendre compte, justement, quand dans toi, tu as un énorme besoin affectif, un besoin affectif qui te met dans une position de relation, et qu'être en relation, c'est un peu dévoiler, entre guillemets, une forme de dépendance. Et cette dépendance-là n'est pas nécessairement négative, elle est simplement humaine et elle nous permet simplement de valoriser le fait qu'on a envie d'échanger avec notre entourage. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Si, je reçois très bien. Je vais plus être justement dans tout ce qui va être corporel et par contre, dès que, comment dire ça? Oui, pour moi, la vie, c'est un combat, en fait. Depuis que je suis née, c'est un combat. Et en fait, le fait de m'ouvrir et j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens, même à moi-même. Et l'exprimer à quelqu'un, pour moi, c'est là l'humiliation, en fait. J'ai l'impression que si je m'ouvre de trop et que je dis ce que je ressens, bah, c'est l'opportunité qu'on me piétine, en fait. Tu vois, ce que le guide fait, tu vois, c'est comme si je le voyais maintenant enlever comme une couche, une énergie noire, sombre. Pour moi, c'est une perturbation au niveau de l'argent du cœur, tu vois. Et pour moi, c'est tout en liaison avec beaucoup de scènes d'humiliation, de trahison, de blessures, quelque part qu'on a vécu. Et c'est comme si le guide te proposait simplement de respirer dans ton cœur, puis de simplement accepter de laisser partir justement ce que lui appelle le masque. C'est le masque de la tromperie. Le masque de la tromperie, c'est que quelqu'un m'a trompé, m'a fait du mal, et puis moi, en relation, en échange avec lui, je vais me mentir à moi-même, puis je vais me cacher. Je vais cacher ma réaction, je vais cacher mon émotion, je vais cacher à quel point ça me fait mal, et je vais me cacher à moi-même la douleur qui est en moi. Donc, je vais développer un comportement qui est complètement faux avec moi-même, complètement faux avec mon entourage, et je vais cultiver quelque part quelque chose qui m'éloigne de l'essence de qui je suis véritablement. Parce que l'essence de qui je suis, finalement, c'est une femme réactive. Une femme réactive ne veut pas dire qu'elle va se mettre en colère contre tout le monde, mais elle va être capable de se respecter puis de se faire respecter toi. Et je pense que ce serait quelque chose que tu aurais avantage à développer dans ta vie. Et c'est un peu ça que ce guide-là veut te témoigner. Tu vois, c'est un peu comme l'aspect de la femme. La femme, c'est une femme sensible, une femme réactive, une femme émotionnelle, une femme qui accepte des choses et n'accepte pas des choses. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de très vivant dans la définition de la femme qui est en toi. Tu comprends? Moyennement. Vas-y. Je ne comprends pas. J'ai beau me le dire qu'il faut que je m'ouvre plus, qu'il faut que j'exprime ce que je ressens, ça ne veut pas en fait. Il y a un blocage. Oui, mais le blocage, justement, c'est la perte de ton visage. C'est-à-dire que tu dois accepter, justement, tu sais, quand on dit, moi, je ne veux pas montrer quelque part que je suis faible, par exemple. Tu sais, être faible, ça veut dire quoi? Dans un cas d'une femme, et là, je ne veux pas être misogyne en disant ça comme ça, parce qu'un homme, j'aurais pu dire aussi avec un homme, hein, c'est que la femme est fragile. Elle est fragile, pourquoi? Parce qu'elle est sensible à une émotion qui est plus élevée souvent que les hommes. Et que parce qu'elle a cette sensibilité-là, elle se trouve finalement être blessée facilement par des situations pour d'autres êtres humains ne les toucheraient pas autant. Mais la femme est sensible, est sensible. Et quand on est sensible, on est réactif. On ne peut pas faire semblant que tout va bien quand ça va mal. Quand ça nous fait du mal, on doit réagir. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois retrouver, c'est cette capacité à réagir au risque de paraître faible. Faible dans le sens que les gens pourraient te dire, ah, ben donc, t'es donc bien fragile, t'es donc bien émotionnel, t'es donc bien susceptible, t'es donc bien ceci, t'es donc bien cela. Oui, c'est vrai. Je le suis, j'en suis fier. Parce qu'à quelque part, tu as le droit d'être ça. Et tu as le droit d'être fier de ça parce que ça fait de toi un être humain. Et un être humain a le droit d'avoir une sensibilité. Puis les êtres humains qui nous apprécient puis qui nous aiment ont l'obligation de nous reconnaître ce droit-là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'on n'a pas le droit d'être cette femme-là. Ils doivent accueillir la femme que l'on est tout simplement. Parce que s'ils ne l'accueillent pas, ben, c'est un peu comme s'ils nous interdisaient d'exister. Et ça, c'est pas possible. Tu comprends? Oui. Donc, c'est un petit peu ce que j'aurais envie de te dire concernant ça. Ça te va? Eh bien, merci beaucoup. Oui, ça me va. Très bien.
c'est juste pour montrer un petit peu, comme je disais tantôt, c'est des démonstrations, donc c'est pour vous montrer un petit peu les diverses façons d'aborder les choses, puis surtout de voir, comme vous le constatez, moi, je les fais venir, je vous donne des démonstrations, puis bon, là, j'ai fait venir un guide, mais j'ai pas fait un protocole très compliqué, hein, c'était pas mon intention, j'ai fait venir un guide. Donc, vous comprenez que la force de la pleine conscience intuitive, c'est d'enlever un petit peu toutes les couches de complexité autour de ces choses, de ces habiletés-là, puis d'arriver donc un peu comme quelqu'un qui a développé comment dire, une forme de muscle. Hein? C'est un peu comme si on avait musclé notre intuition pour être capable de jouer avec l'intuition, pour être capable donc d'interagir avec toutes les possibilités que l'intuition nous donne, pour être capable de s'aider soi-même ou aider un partenaire. C'est ça un peu le sens de ce que j'avais envie de faire avec vous. Donc, s'il y a des questions, évidemment, ce serait le moment de me les poser sur l'ensemble de ce qui était vu ou sur d'autres sujets. Vous savez donc que la promotion, évidemment, que je vous ai envoyée dans le mail concerne des programmes de 6 mois. Quand je dis 6 mois, c'est-à-dire que 6 modules d'enseignement que vous pouvez suivre à votre rythme. Moi, je dis 6 mois parce que je conseille un mois, un module. Et le prix, donc, est à 300 €, je crois. C'est déjà une réduction qui est quand même très, très significative concernant, donc, les 6 modules d'enseignement. Et vous avez l'opportunité également de consultations. Les consultations qui reviennent donc à 5 consultations pour 300 € ou $300 ou 250 € que vous pouvez combiner avec les enseignements en ligne. Donc, vous pouvez donc bénéficier des deux. Vous pouvez aussi prendre uniquement les consultations si vous le souhaitez. Ce sont des promotions, quelque part, qui sont quand même très bien au niveau des prix, parce que je pense que c'est pas quelque chose que je vais refaire très souvent par la suite, parce que je suis en train de réorganiser mes enseignements actuellement et que ça va être donc des prix différents. Donc, j'avais envie de vous partager ça avant le temps des fêtes, et surtout parce que des gens m'avaient fait part de leurs difficultés, hein, qui avaient envie de suivre des choses, mais qui avaient envie de pouvoir les faire à des prix avantageux. Bien, évidemment, l'idée de ça, c'est que chacun des thèmes qu'on a vus aujourd'hui, il existe donc des programmes d'enseignement qui vous permettent donc de pouvoir apprivoiser ces thèmes-là sur vous-même, et vous pouvez avoir en plus des consultations à des prix quand même qui sont très, très attractifs, je dirais, qui n'ont jamais été aussi bas en fin de compte dans l'enseignement que j'ai proposé jusqu'à maintenant. Alors donc, et vous avez aussi la formation professionnelle de base sur les chakras qui va commencer donc en février, qui va donc être proposée en présentiel et en ligne, et qui, elle aussi, est d'une formation que je laissais le prix actuel, mais c'est une formation qui est en présentiel, donc avec un stage de 5 jours et un week-end de 2 jours et une supervision à la fin, plus des enseignements en ligne, etc., qui vous sont proposés. Mais tout ça, évidemment, vous l'avez dans le mail. Puis si vous avez évidemment des questions, bien, vous pouvez communiquer avec moi et je prendrai le temps de répondre à vos questions, puisque ces promotions-là, évidemment, elles ne sont pas actualisées dans mes pages de vente ou mes pages d'inscription de mes enseignements, parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement, et que je suis en train de faire les changements, mais pour proposer des enseignements et des prix différents pour le mois de janvier. Donc, ça sera à vous de voir. Surya, tu me dis, je n'ai pas reçu un mail. C'est peut-être parce que tu es c'est la première fois que tu t'es inscrite, peut-être avec Dominique. Dominique avait fait l'invitation et moi, j'ai fait l'invitation. Et ceux qui ne sont pas inscrits dans mon mailing list n'ont pas reçu ce mail-là, bien sûr. Mais si tu veux, ben, tu peux communiquer avec moi. Mais je pourrais aussi t'envoyer le mail puisque j'aurai le mailing list bientôt. Donc, dans les prochains jours, tu devrais pouvoir le recevoir. Puis si ça dépasse le 12 novembre, ben, tu me le diras, puis on s'organisera, il n'y a pas de problème, puisque le délai pour s'inscrire, c'est le 12 novembre pour bénéficier de cette proposition-là, puisque très bientôt, il y aura de nouvelles propositions qui seront effectuées. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est pas mal complet puisque j'ai pas de questions qui m'ont été posées et qu'on me tentait de me remercier. Donc, on en a marre, je comprends. Vous en avez peut-être marre. Je m'excuse en tout cas